Voilà, donc pour cette deuxième rencontre, on va avoir le témoignage d'Antoine Daval, cofondateur du Collab Studio, comme c'est indiqué sur sa vignette, mais aussi de la Vigot Lab, et c'est plutôt de la Vigot Lab dont il va nous parler. Et puis, on aura ensuite un débat qui portera, a priori, mais il n'y a pas d'obligation non plus du reste, sur les notions de destruction et peut-être surtout de création de valeur sur le territoire. Et on a aussi la chance d'avoir Romain de Missy parmi nous, qui est chercheur pour Artemis et qui prendra peut-être aussi 2 minutes pour se présenter et qui nous apportera un éclairage d'un spécialiste ou d'un expert, je ne sais pas très bien comment on dit, de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération. Pour ma part, je suis Dominique Dupuis, je travaille pour l'Institut européen de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, qui propose, alors son objet, entre guillemets, c'est développer des connaissances et des pratiques autour de l'EFC, pour économie de la fonctionnalité et de la coopération. Donc, développer des connaissances et des pratiques pour les mettre à disposition du plus grand nombre. Par ailleurs, l'EFC est présenté par l'ADEME comme un modèle économique émergent, donc non pas un modèle qu'il faudrait appliquer, mais plutôt un certain nombre de principes qui sont développés, des principes que l'on appelle des concepts opérationnels, avec l'objectif de se dégager des impasses dans lesquelles le modèle actuel nous enferme aujourd'hui. Et puis par modèle économique, on entend les différentes dimensions qui structurent l'entreprise, des dimensions financières bien sûr, mais aussi et surtout les dimensions réelles. Et en tout cas, aujourd'hui, c'est vraiment les dimensions réelles qui vont nous intéresser au travers d'une expérience concrète. Donc, cette rencontre en visio se déroule en fait dans le cadre des chantiers de la Fabrique des transitions, qui organise un certain nombre de chantiers. Et cette proposition part du constat que les entreprises engagées ou accompagnées par les alliés de la Fabrique des transitions cherchent à innover pour répondre aux besoins de la transition. Excusez-moi, en fait, j'accepte en parallèle les personnes qui arrivent progressivement. Donc, du coup, je vais essayer de ne pas perdre le fil malgré tout. Donc, en fait, ces rencontres sont organisées avec ce constat que les initiatives qui sont accompagnées ou engagées par les alliés de la Fabrique des transitions cherchent à innover pour répondre aux besoins de la transition. Et c'est souvent des expérimentations dont la concrétisation est riche d'enseignements pour renforcer les approches qui sont portées. Et donc, on a trouvé intéressant de proposer ce partage d'expériences où on voit que les éléments qui sont expérimentés, qui sont vécus par le porteur de projet, font souvent écho à la réalité ou à l'expérience d'autres porteurs de projet ou d'autres accompagnateurs. Donc, on a prévu 3 rencontres, c'est la deuxième aujourd'hui, et puis on en proposera une 4e à ceux qui ont participé pour faire un petit bilan, un petit point avec ceux que ça intéressera, dans l'objectif de voir si ça vaut le coup de continuer ce type de rencontre à l'avenir. Et la 3e rencontre n'est pas encore programmée. Aujourd'hui, on va donc entendre Antoine sur son expérience dans la Vigot Lab, et ensuite on fera donc un débat sur les sujets qui feront écho justement avec vos propres expériences. Je vais proposer peut-être que Romain se présente avant que Antoine prenne la parole pour également se présenter, puis on basculera ensuite sur son expérience. Romain, si tu veux bien. Merci Dominique. Alors en 2 mots, donc moi je suis Romain de Missy, je suis intervenant chercheur au sein du laboratoire Artemis, je suis économiste. J'interviens beaucoup en accompagnement de structures sur les questions de leur modèle économique, les aider à le concevoir, à le penser, à l'organiser, à penser leur trajectoire de transition vers ces nouveaux modèles économiques. Et j'ai aussi un poste d'enseignant, je partage aussi mon temps avec un poste d'enseignant à l'Université de Lille où je suis maître de conférences associé au sein d'un master qui s'appelle le master OGC, qui veut dire Organisation, Gestion, Contrôle, qui est un master de gestion, et également un master qui s'appelle EMP, Économie, Management Public. Et donc là, ce sont 2 autres terrains de jeu dans lesquels j'opère.
Et donc, comme beaucoup de gens d'Artémis, je suis aussi beaucoup impliqué dans l'Institut européen de l'éco de la fonctionnalité, puisque par ailleurs, j'anime un autre atelier, j'animais un atelier, puisque je ne sais pas s'il se poursuivra l'année prochaine, autour notamment de la commande publique et de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Merci Romain. Antoine, je vais te passer la parole, peut-être d'abord pour te présenter toi, mais aussi la Vigote-Lab, donc qui est un tiers-lieu dans les Vosges, et puis qui est un tiers-lieu important pour toi que tu as cofondé, et puis peut-être pour que tu nous fasses une petite visite pour commencer. Oui, avec plaisir. Oui, alors j'ai trouvé quelques petites images. Je vais partager mon écran comme ça pendant que je me présente. Vous aurez aussi le fond. Hop. Là. L'écran apparaît. Je vais peut-être le oui. Trop plus grand. Enchanté, merci beaucoup Dominique pour l'invitation à participer à ces échanges. Peut-être je me présente déjà, donc Antoine Daval, moi je suis ingénieur de formation en gestion de l'énergie et de l'environnement. J'ai travaillé pas loin de 10 ans dans l'aménagement des territoires en France, à l'international. Et puis j'ai pris la direction des programmes de recherche de l'Institut de la transition énergétique pour les villes, qui s'appelle Efficacity, il y a 6 ou 7 ans. Que j'ai opéré pendant 4 ans, d'ailleurs dans lequel j'ai eu la chance de côtoyer déjà un petit peu l'Institut européen de l'économie de la fonctionnalité, puisque parmi les programmes de recherche, il y en avait qui concernaient l'économie de la fonctionnalité. J'ai fait ça 4 ans, et puis il y a 3 ans, j'ai cofondé une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui s'appelle Collab Studio, qui est membre et allié de la Fabrique des transitions, et qui travaille principalement sur les questions de coopération territoriale et sur comment faire travailler ensemble la puissance publique, les acteurs socio-économiques, associatifs, entreprises, etc., pour la transition écologique. On travaille notamment, contribue à des groupes de travail de la Fabrique sur le déploiement de ce type de méthode. Et il se trouve que, par ailleurs, je suis vosgien. Je suis originaire des Vosges, originaire depuis beaucoup de générations des 2 côtés de ma famille, d'un petit village qui s'appelle le Germont-Val d'Ajol. Et sur ce territoire se situe une ancienne exploitation agricole de la famille, qui est dans la famille depuis à peu près 150 ans, dans la montagne à 700 mètres d'altitude, qui s'appelle la Vigote, le domaine de la Vigote. Et donc, il y a maintenant 1 an, jour pour jour, un peu plus même, avec les cofondateurs de Collab Studio et quelques autres personnes, on s'était rendu compte que dans nos métiers, les territoires qui s'en sortaient le mieux en termes de coopération et de transition écologique, c'était ceux qui avaient accès à des espaces d'expérimentation, à des lieux un petit peu hybrides et ouverts, dans lesquels on pouvait faire se rencontrer toutes sortes de publics et mener un peu librement des expériences, de la recherche participative, etc. Et donc, j'avais fait venir mes cofondateurs et puis d'autres à la Vigote. On avait regardé le site et on s'était dit, bah, tiens, au fond, est-ce que cet endroit ne pourrait pas se prêter à accueillir un site d'expérimentation, un tiers-lieu rural? Du coup, je vais peut-être donner quelques images. Vous voyez l'écran, plein écran? Non. Non. Non, vous voyez le petit écran présentateur. classique. Bon, bah, je vais rester comme ça. Alors, la Vigote, c'est un site, oui, qui compte pour moi. Tu as raison, Dominique. Alors d'abord parce que j'y ai grandi, mais aussi parce que c'est un endroit qui est joli. Vous voyez la photo aérienne. C'est un hameau et sa vallée d'une 30aine d'hectares, avec ses forêts, ses pâtures, ses étangs. Beaucoup de biodiversité. On est dans le cœur de parc naturel des Ballons des Vosges, et puis enclavé d'une Natura 2000 et d'une zone de protection de la faune. Mais aussi donc un hameau avec 2 fermes ancestrales et puis une dizaine de petits pavillons. Et donc un site qui est un beau site, tout à fait bucolique, une petite vallée levée dans la montagne. Un site notamment très forestier. On va voir qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet, on va parler plus particulièrement des sujets de la forêt et Dominique l'a évoqué, de la création et de la destruction de valeur autour de cette ressource. Sur le domaine de la Vigote, on va aborder beaucoup de sujets qui concernent un peu toutes les questions liées à la transition écologique en ruralité. Ça peut être la gestion de l'eau, la gestion des matériaux, de la rénovation, etc. Mais plus spécifiquement, on fait partie des rares tiers-lieux qu'on qualifie de forestiers.
J'en ai pas tant de tiers-lieux que ça dans la ruralité, il y en a très actifs, mais il y en a encore assez peu qui s'intéressent à la forêt. La forêt, c'est un monde qui est encore très conventionnel autour de ces filières traditionnelles. Et donc, c'est encore assez rare d'avoir des lieux hybrides orientés laboratoire vivant et sciences participatives. Je il que donc dans ce lieu, c'est un lieu qui est habité. Donc là, vous avez une vue d'ensemble. Donc à peu près un tiers de l'espace, c'est de la forêt, un tiers, c'est de la pâture, un tiers milieu naturel, étang. Et puis, donc je vous disais, des pavillons habités. Donc c'est un site habité avec une activité touristique, un hôtel-restaurant et puis une douzaine de maisons avec des familles qui habitent à l'année. Et une ferme qui est en cours de rénovation et qui devrait réaccueillir des activités agricoles. Donc c'est un site qui est très ancien, hein. J'ai pas de 150 ans dans ma famille, mais il est beaucoup plus ancien que ça, hein. C'est plus de 500 ans d'histoire. Et je vais finir là-dessus sur la présentation du site avant de parler peut-être du projet, mais c'est aussi un site qui est intéressant parce qu'il est très représentatif de la vie de ces territoires ruraux, qui est passé par toutes les phases de l'agriculture extensive, dans le maillage des prieurés, de leurs fermes asservies qui nourrissaient les villes, puis les périodes de forestation justement, fin du 19e siècle, période des grandes guerres et des chantiers navals où il fallait approvisionner en bois, puis la forêt qui à nouveau perd de sa valeur début du 20e siècle, remplacée après-guerre par le tourisme. La Vigotte fait partie des sites pionniers du tourisme dans les Vosges à l'époque de mon grand-père. Et puis un tourisme qui se traduit par un tourisme de masse, hein, avec vraiment l'hôtellerie pavillonnaire dans toute sa splendeur, qui elle-même périclite au début des années 2000 et notamment avec la crise de 2008 et se retrouve remplacée par une réimplantation d'habitants avec des projets, plutôt des jeunes habitants, avec des formations, des compétences et qui se lancent dans des agricultures alternatives, la gestion de ressources, etc. Et donc, voilà un peu un territoire qui vit, qui représente, je trouve, assez bien les évolutions de beaucoup de nos sites ruraux. Donc, voilà pour la Vigotte. Je te laisse. Pour la Vigotte en tant que territoire, finalement. En tant que territoire, oui. Dans son histoire. Et donc, tu es cofondateur de la Vigotte Lab, donc le fameux tiers-lieu, que peut-être maintenant tu peux effectivement nous présenter dans ses objectifs ou ses activités. Oui. Alors, donc on l'a compris, la Vigotte, c'est un joli paysage, c'est un bel endroit de vie, mais c'est aussi un endroit qui est très révélateur d'enjeux majeurs, aussi bien d'enjeux écologiques que sociétaux ou techniques, sur l'implantation en réalité. Ce que vous voyez à l'image, ce sont nos forêts dévastées depuis un peu plus de 3 ans maintenant par un parasite qu'on appelle le scolite, et qui est un petit coléoptère qui se glisse dans l'écorce notamment des épicéas, et qui a détruit en un peu moins d'un an, un peu moins de 2 ans, pardon, un tiers de nos forêts. Donc c'est un site qui, tout en accueillant beaucoup de public, hein, à peu près 15 000 visiteurs par an, de par rien que son activité touristique de base, est un endroit où on est à la fois charmé par la nature et en même temps, on peut témoigner, on peut vivre les difficultés, les enjeux à traiter sur ce type de territoire. C'est aussi un lieu qui rassemble en un seul endroit, donc beaucoup de thématiques, mais aussi toutes les chaînes de valeur. Là, on en reparlera, hein, mais sur la thématique de la forêt, on va voir les endroits où on va réfléchir à la plantation et la gestion, on va voir des usages énergétiques, puisqu'on a nos propres chaudières à plaquettes, l'aspect touristique et visité, l'aspect habité, la production de bois, sa gestion. Donc c'est un site dont on s'est rendu compte qu'il était très favorable à de la pédagogie, à de la formation, à de la sensibilisation. Et donc un premier déclic, ça a été de se dire, puisque ce site a toutes ces caractéristiques permettant d'en faire un outil de rencontre et de partage, pourquoi ne pas l'ouvrir carrément et assumer que ce soit un territoire partagé. Donc on a fait le tour avec les cofondateurs d'une 50aine d'acteurs du territoire, les collectivités, les acteurs académiques de la recherche, de la formation, les filières industrielles locales, en leur disant « Et si ces 30 hectares vous étaient mis à disposition, qu'en feriez-vous? Est-ce que ça aurait une utilité pour vous ?» Et la réponse a été très, très, très largement, et au-delà de nos attentes, oui. On nous a dit le monde de la réalité ne dispose pas ou de trop peu d'équipements partagés pour la recherche, pour l'expérimentation et la formation.
on a beaucoup de choses pour les villes, on a beaucoup de choses pour les filières industrielles, on a relativement délaissé la question de la ruralité. En tout cas, à l'échelle d'un hameau, là, clairement, on n'a pas. Et donc, ça nous intéresse, aussi bien nous, collectivités, agents et élus, d'avoir des sites à l'échelle sur lesquels on peut expérimenter peut-être l'avenir de nos politiques publiques de façon plus libre, puisqu'on est sur un lieu privé. Et puis, en même temps, les acteurs académiques disent, pareil, dans notre recherche, on manque de laboratoires à échelle 1 pour observer, voire expérimenter des solutions. Et donc, ça nous a conduit d'entretien en entretien à assumer la création d'un Living Lab, donc une association qui s'appelle Navigot Lab, à laquelle l'ensemble des propriétaires, en particulier moi et puis le reste de ma famille, ont mis à disposition, à titre gracieux, tout l'espace ouvert, donc les 30 hectares à l'association, ainsi qu'un certain nombre de salles et de bâtiments pour commencer à recevoir des activités qui sont à l'écran. On a 3 à 4 activités portées par le tiers-lieu. La première qui est autour de la collaboration et de la rencontre. Donc, on met à disposition des espaces, on organise des événements pour mélanger les publics. Donc on va retrouver aussi bien des chercheurs, des experts, des agents, des touristes, des étudiants. Monter des expérimentations, des programmes de recherche, j'en citerai plusieurs tout à l'heure. Et puis organiser de la formation. On a des accords aussi avec un certain nombre d'écoles. On a reçu un peu plus de 150 étudiants sur le site pour notre première année, de toutes les formations, des ingénieurs, des architectes, des designers, des sociologues, des agronomes, qui passent entre un jour et une semaine sur le site. On héberge, on crée des parcours de découverte des enjeux physiques, des rencontres avec les acteurs du territoire. Et puis enfin, on accompagne de l'entrepreneuriat. On reçoit des jeunes entrepreneurs, on les aide à s'installer, on les incube pour parler le langage de l'innovation et on leur permet de pousser au maximum des initiatives qui semblent pertinentes pour la ruralité. Donc la Navigot Lab, c'est un peu tout ça. C'est une douzaine de personnes aujourd'hui. Donc on est 4 cofondateurs, membres du bureau, et puis deux premiers salariés et une douzaine d'acteurs du premier cercle qui interviennent très régulièrement, un peu tous les profils, ça va du sylviculteur à la médiatrice, en passant par le jardinier ou le menuisier. Voilà pour la présentation du tiers-lieu. Et du tiers-lieu, tu as commencé à parler des enjeux environnementaux et sociétaux, tu disais, ou sociaux. Du coup, quels sont aujourd'hui les enjeux que le tiers-lieu cherche à prendre en charge? Alors, je disais, on s'est beaucoup intéressé d'une manière générale à la question de la ruralité. Et cette question de la ruralité, elle a fait émerger, je dirais, deux grandes problématiques qui nous intéressent plus particulièrement. La première, c'est la question de la gestion de proximité des ressources. On parle beaucoup depuis plusieurs années maintenant de la gestion en circuit court, du bas carbone en général, qui est un peu valise, mais qui nous ramène à chaque fois à cette idée d'essayer de valoriser plus fortement et plus localement nos ressources naturelles et les transformer en proximité, circuit court alimentaire, etc. Ce qui nous semble évident, c'est que pour réussir ce basculement en circuit court, il va falloir être capable de gérer mieux nos ressources naturelles et de le faire en proximité. C'est très difficile de piloter des circuits courts depuis le national, même depuis l'échelon régional. Ce sont beaucoup des ressources fragiles, très morcelées, ne serait-ce que par la propriété. C'est dans le cas de la forêt, plus de la moitié de la forêt française est de propriété privée, avec une très très grande majorité de toutes petites parcelles. Et donc ça suppose de retrouver des échelles de travail sur la ressource. Et il nous semble que le hameau au sens large, la petite implantation habitée sur le territoire rural sont la bonne échelle pour gérer ces ressources. Donc on investigue de quelle manière on peut recommencer. Je dis recommencer parce qu'il y a 50 ou 100 ans, c'est quelque chose qu'on faisait spontanément. Tous mes grands-parents, mes arrière-grands-parents connaissaient parfaitement leurs ressources, savaient les exploiter, ils avaient les bases de la gestion forestière, les bases de l'agriculture. Ce sont des bases qu'on a perdues, moi le premier. Donc comment faire dans une époque moderne pour recommencer à gérer proximité? C'est le premier point. Et le deuxième, c'est vraiment dans le mode d'habiter de hameau, travailler davantage sur la mutualisation. On se rend compte aussi que l'habitat rural s'est souvent traduit, depuis qu'on a
qu'on la fuit, puis qu'on y retourne par des envies très individuelles, ou individualistes même. On va chercher en réalité l'isolement, la tranquillité, le grand jardin, souvent en résidence secondaire d'ailleurs. Et on a un peu perdu la notion d'aménagement de lieux d'habitation où on partage, où on mutualise des équipements, des compétences, etc., ce qui était le cas avant. Et donc, on essaye de retravailler comment le hameau peut mutualiser, par exemple, alors ça je ne l'évoquerai pas aujourd'hui, mais par exemple sur la gestion de l'eau, comment on peut mutualiser l'assainissement, les grands équipements d'assainissement, les équipements de production énergétique. Ça paraît rien, mais ça renvoie à la notion de copropriété, hein, comme dans un immeuble, en disant qu'au fond, un hameau, c'est un genre de copropriété horizontale. Et sauf que ce n'est pas du tout dans les mœurs de se dire, tiens, on a des voiries communes, on a des équipements communs et peut-être des compétences qu'on mutualise. Donc voilà, donc ces deux axes, gestion à proximité de la ressource, considérer le hameau comme un bassin de ressources, et organisation et mutualisation des équipements et des moyens. Un beau programme. Et donc justement, pour attraper ces enjeux, peut-être pas tous, mais certains en tout cas, vous avez monté un programme de recherche-action. Et ce que je te propose maintenant, c'est de nous expliquer un peu comment ça s'est fait et peut-être un peu quels ont été les objectifs en fait au travers de ce programme action, de recherche-action, pardon. Alors, du coup, ça va me faire rentrer, je pense, dans le sujet de la forêt. Parmi toutes ces thématiques, il y en a une qui, en plus, qui est très visible, vous le voyez sur la photo, et qui est même traumatisante, qui a été la question de l'évolution de nos forêts, de l'évolution de la gestion de nos forêts. Donc, je le redis, hein, la France très morcelée, tout le monde a sa petite parcelle de forêt. Souvent, d'ailleurs, les propriétaires ne savent même plus qu'ils possèdent une forêt. Alors, clairement, ils ont perdu le savoir-faire, mais parfois même la connaissance de leur propriété. C'est mon cas. Alors moi, je me rappelais que j'avais un morceau de forêt, mais par contre, je ne savais plus du tout comment l'opérer. Donc la photo que vous voyez, c'est une photo qui a été prise il y a 2 ans maintenant. Et je vous raconte l'anecdote parce que je trouve qu'elle est symptomatique. C'est un matin, en prenant mon café, je vois des cimes d'arbres qui commencent à sécher. Et bon, je m'en étonne un peu, mais sans plus. Et puis c'est un voisin paysan qui passe et qui me dit « Ouh là là, tu as le scolite ». Alors à l'époque, bon, ça s'arrête un peu là. Je dis « Bon, d'accord, j'ai le scolite, mais je me sens bien quand même ». Et puis le temps passe et 3 mois plus tard, je prends cette photo. Et donc la forêt est quasiment morte sur pied, sèche sur pied en 3 mois. C'était le pic du scolite, donc c'était extrêmement fulgurant et violent. Il y a des montagnes entières juste derrière la colline qui sont totalement, qui ont dépéri cette année-là. Et donc c'est un peu une première révélation on ne sait plus se comporter face à ce phénomène. Il a l'air de s'être aggravé et on ne sait pas trop pourquoi. On suppose, à l'époque, on se dit tiens, c'est sûrement en lien avec le changement climatique, c'est peut-être en lien avec d'autres choses, mais on ne sait pas bien. L'état de l'art n'est pas extrêmement clair sur ce qui est de l'ordre du normal et qui se serait passé de toute façon, ce qui est de l'ordre d'une dégradation de nos conditions. Et donc, ça nous pose, ça donne l'envie d'aller trouver des acteurs académiques, des acteurs de la recherche et leur poser clairement la question sur qu'en pense-t-il, que nous conseille-t-il et y a-t-il des expérimentations à monter. Et à l'époque, la réponse est intéressante. On a un peu deux niveaux de réponse. Le niveau de réponse des experts, des forestiers, des gens de métier, qui nous disent pas de souci, bon, vous n'êtes pas les seuls, là, on est globalement inondé de bois dits accidentels, mais on sait gérer, donc voilà comment ça va se passer. On va vous acheter tout le bois sur pied, on va le raser, on va le couper, on va le revendre, et puis on vous reversera ce qui restera. Alors à l'époque, le prix du bois s'est effondré. En temps normal, l'épicéa, c'est 50 € le mètre cube, et à ce moment-là, c'est 5 € le mètre cube. Donc on a divisé par 10 la valeur du bois. Ça veut dire que quand on nous l'enlève, toute la vente du bois potentiellement paye à peine le bûcheronnage. Donc on va peut-être perdre de l'argent pour exploiter une ressource qui a été plantée à l'époque pour avoir à l'époque pour sa valeur. Donc première chose. Donc l'expert dit voilà, on sait faire, la batteuse va venir tout raser et dans une semaine le bois sera parti. Et sans plus. Les chercheurs nous disent effectivement, ça pose question. On ne sait pas bien
on a quelques hypothèses quand même. On sait que globalement, la monoculture n'aide pas. Voilà, ce sont des forêts qui ont été plantées de manière industrielle au fil des décennies, dès le 19e siècle, pour optimiser la production de bois d'œuvre. Donc, c'est du bois aligné, bien élagué pour que ça fasse des belles baguettes bien droites pour faire des poutres et des planches. Et on l'a pensé comme ça. Donc, premièrement, on se rend compte que la monoculture, évidemment, ça a des effets pervers, notamment la fragilité du milieu, parce que quand on n'a qu'une seule essence, c'est qu'elle est à ce point optimisée dans son exploitation, le premier grain de sable dans le rouage la fragilise. La deuxième hypothèse, c'est quand même le changement climatique. Le scolyte est normalement régulé par les hivers froids. Les hivers très froids en diminuent la population. Et par ailleurs, les arbres ont des mécanismes de défense qui diminuent quand ils sont en stress hydrique. Donc voilà, rencontre entre la monoculture et puis le changement climatique. Et puis un troisième facteur qui, moi, à l'époque, m'a beaucoup touché, qui était la perte de savoir-faire. Alors là, à la fois les forestiers et les chercheurs se rencontrent et disent, et un autre sujet, c'est qu'à l'époque, quand un arbre mourait du scolyte, il y avait tout de suite un bûcheron qui venait, ou même le propriétaire, il avait son passe ou voir sa tronçonneuse, et puis il intervenait immédiatement. Comme on a perdu un peu ces savoir-faire locaux, on ne sait plus intervenir à l'instant et de manière ciblée, on ne sait exploiter que de manière intensive quand on rase 10 hectares de bois d'un coup. Et donc, on n'intervient plus et ça permet à la maladie de se propager. Et donc, on a une rencontre de 3 facteurs. Changement climatique, donc dérèglement global, monoculture, donc pratique industrielle déraisonnée, et puis perte de savoir-faire locaux. Donc, tout ça, donc on a posé la question, et donc, qu'est-ce qu'on pourrait tenter, nous ? Est-ce qu'on pourrait utiliser autrement ces bois qui sont morts ? Est-ce qu'on peut réfléchir à comment replanter autrement ? Les forestiers nous ont plutôt répondu bof. On sait le bois, il n'y a pas 36 solutions, quoi. Il partira en Grande Syrie. Si on est saturé, ça partira en Allemagne. Et si ça ne suffira pas, ça partira dans l'ouest de la France. Et si ça ne suffit pas, ça partira en Europe de l'Est, voire en Chine. À l'époque, une bonne partie de notre bois partait en papeterie. Donc, pour nous, ce n'était pas très vertueux. Donc, on a lutté un peu pour garder ce bois localement, on a réussi. Et on a plutôt vu avec les chercheurs qui nous ont dit, à votre échelle, on ne va pas tester des essences, parce que ça, on a plutôt besoin de 1000 hectares que de 10. Par contre, ce serait intéressant de regarder comment, sur des petites parcelles, des petites propriétés, on sait s'organiser pour co-concevoir la gestion, la replantation et l'exploitation du bois en local. Est-ce qu'on est capable de s'entendre à 2-3 voisins pour faire ce qu'on appelle un plan de gestion concerté ? Est-ce qu'on est capable de faire se rencontrer plusieurs usagers de la forêt ? Parce que ce que vous disent pas les forestiers, c'est que la forêt, c'est pas juste du bois d'œuvre, c'est pas juste une production de mètres cubes, c'est tout un tas d'autres services écosystémiques, support de biodiversité, stockage de carbone, mais aussi paysage, promenade, attractivité touristique, champignons, chasse. Voilà, il y a beaucoup de choses que la forêt peut générer, beaucoup de valeurs que la forêt peut porter. Et ça, au fond, ça ne se voit pas quand on discute avec un professionnel du bois, de la forêt bois. Et donc, les chercheurs nous disent, si vous voulez, on peut imaginer utiliser vos parcelles récemment abîmées pour tenter d'autres modes de planification et de gestion de la forêt. Et donc est né ce petit programme de recherche-action qui rassemble plusieurs partenaires, l'INRAE, l'école d'AgroParisTech et ses laboratoires, et puis les acteurs de la filière quand même. Je disais qu'ils avaient aussi leur vision des choses, mais en réalité, ils sont assez ils peuvent s'ouvrir aussi à d'autres expérimentations. Donc, on va retrouver la filière bois, FIBois, le CNPF, l'ONF. C'est pas parce qu'on est sur un site privé que l'ONF n'est pas sollicitable. Et donc, un certain nombre d'agents et d'experts sur la forêt. Et donc, ce programme de recherche a démarré en début d'année. Je peux en reparler un peu plus après, mais il y a toute une méthode qui va du diagnostic à la plantation et à l'observation. Pas tant sur le plan technique, encore une fois, notre objectif, c'est pas de savoir exactement quelle essence, où planter quelle essence, mais plutôt de voir ce qui sort de la rencontre de tous ces points de vue. Quand un forestier, quand même, nous dit, moi, je peux quand même vous aider à optimiser votre production de bois, on a besoin de bois d'œuvre, il ne faut pas le nier, qu'un ethnologue ou qu'un environnementaliste, écologue nous dise, voilà comment favoriser
le développement d'une autre biodiversité, qu'un agriculteur nous dise « oui, mais moi, c'est en compétition avec mes pâtures ». Et donc, faut-il reboiser? Est-ce qu'il ne faut pas ouvrir un peu la forêt? Et puis l'office de tourisme nous dit bah oui, puis tout ça c'est important, mais il faut qu'on ait quand même de beaux sentiers de randonnée avec de beaux paysages, etc. Et donc on a lancé une démarche pluriannuelle avec tous ces acteurs qui sont réunis à chaque étape pour co-concevoir l'exploitation de la forêt. Tu peux du coup nous donner des éléments concrets de ce qui s'est passé dans ce cadre-là? Tu as parlé de rencontres, etc. Est-ce qu'il y a eu des événements, des éléments intéressants à relater à la fois sur les participants, mais aussi sur ce qui s'est passé en direct avec le programme ou un peu dans des effets collatéraux? Alors, plusieurs choses. D'abord, ce qui est intéressant, c'est quand on a fait l'exercice de la cartographie des gens à associer à ce sujet forestier, je rappelle que pour quasiment, enfin, je ne sais pas autour de la table, mais pour moi et pour la plupart des gens qui nous entourent, il n'y a pas 36 personnes invitées dans ces cas-là. Il y a des forestiers au sens des bûcherons, des scieurs éventuellement, des débardeurs, un garde forestier et puis peut-être l'ONF. Voilà, c'est à peu près le genre d'acteurs qu'on imagine, c'est-à-dire entre 5 et 10 acteurs. Au final, on a eu 60 personnes qui ont été identifiées comme pertinentes pour s'exprimer sur la forêt, avec un élargissement du spectre un peu sur 2 dimensions. Je le disais, sur toutes les valeurs cachées de la forêt, donc des filières professionnelles qui ne sont pas réputées forestières, mais qui tirent de la valeur de la forêt. Je mentionnais le tourisme, pourquoi pas la chasse, la production alimentaire dans les forêts, les arbres fruitiers, etc. Donc, plus de panels, mais aussi une représentation de la chaîne de valeur plus en amont et plus en aval, c'est-à-dire y compris des gens qui travaillent sur les sols, et puis des gens qui, à l'aval, travaillent sur la conception, les architectes, les designers, qui sont tous venus et qui ont tous vu un intérêt à être présents. Donc là, c'est tout bête, mais le premier résultat, c'est de se rendre compte que travailler sur une autre gestion d'une ressource naturelle, en l'occurrence la forêt, mais je pense que c'est vrai pour toutes les ressources naturelles, ça suppose d'associer beaucoup plus largement toute la chaîne de valeur. Sur l'exemple de l'architecte, il était assez flagrant, c'était de se rendre compte qu'au fond, si on se dit, tiens, on va gérer localement nos bois, on peut, sans problème, j'en reparlerai, on est en train de monter une micro-scierie localement, donc on va transformer nos bois localement. Donc on sait produire des planches, on sait produire avec des bois discolités, des bois accidentés qui sont censés avoir perdu leur valeur économique, mais qui gardent une bonne partie de leur valeur mécanique, mais qui changent d'aspect. C'est un bois qui va bleuir, qui va changer de couleur, et donc qui est refusé par l'industrie conventionnelle. Si on associe très tôt un architecte, un designer, et qu'on lui dit, moi j'ai une ressource qui aura cet aspect-là plus tard, et qu'il le prend en compte dans son design, il va créer des débouchés qui n'étaient pas envisageables avant. Et si on ne le fait pas, effectivement, notre bois, il est condamné. Il est condamné à devenir du bois de chauffage ou du bois de papeterie. Et donc, premier enseignement, là, c'est cet élargissement de la chaîne de valeur qui fait qu'en séance, le diagnostic change complètement. C'est un diagnostic un peu lapidaire qui dit votre forêt ne vaut plus rien. Et puis, on replantera des épicéas en évite parce qu'on a compris, on mettra des sapins à la place. Se transforme en fait, il y a beaucoup de richesses que vous ne soupçonniez pas. Toute cette soixantaine d'acteurs vient chacun avec une proposition de richesse. Et donc, on se retrouve avec la sorte de proposition. Donc, le scieur qui dit achetez une scie mobile et puis valorisez votre bois sur place. L'office de tourisme qui dit attendez, organisons un petit arboretum et qui se met à identifier, à spécifier des typologies d'offres touristiques qui correspondraient. Comme dans les propositions intéressantes, on avait l'idée d'avoir des prébois, d'avoir une couverture forestière plus faible qui permet de faire coexister la pâture et la forêt, donc le sylvopastoralisme ou l'agroforesterie pour des cultures sous canopée. Et donc voilà, cette première étape de diagnostic, puisqu'on a eu cette première étape, a déjà abouti à changer complètement juste la vision qu'on avait de notre forêt et de ce qu'on pouvait en faire. Et quand je dis complètement, c'est complètement. Et donc la décision qui a été prise, c'était de respecter ce qui sortirait de ce diagnostic et à la synthèse qui est en cours de réalisation par les chercheurs de l'INRA et de l'AgroParisTech, et qui clairement va rebattre les cartes de c'est quoi un reboisement ou pas d'ailleurs,
d'un espace qui avait été abîmé. Donc ça, c'est peut-être une des premières choses. L'autre chose qui est intéressante aussi, qui ressort de ça, de cette recherche-action, c'est les modes de faire, les modes de création de ces diagnostics, puisque la difficulté, c'est que ces gens se comprennent. Donc, on voit qu'il y a une très belle richesse, d'idées très complémentaires. C'est pas pour autant qu'on peut les faire converger et aboutir à une proposition qui tient la route. Et donc, il y a tout un enjeu, et c'est probablement la principale cible de ce programme de recherche, on est plutôt sur des recherches en sciences sociales, c'est à quelles conditions arrive-t-on à co-construire dans ce genre de milieu très contraint? Et comment la vision du chasseur ne va pas juste s'opposer à la vision du protecteur des espèces animales? Et ce qu'on s'est rendu compte en séance, c'est que ça se passait plutôt bien, et que dans la mesure où on donnait un cas très concret, et visible et palpable, et que tout le monde allait sur le terrain, parce que cette journée, cette production, elle se passe en invitant les gens, et les 60 personnes sont venues sur site. On leur a organisé des parcours avec des rencontres tout au long de ce parcours. Ça casse assez vite le débat, en fait, puisque beaucoup de choses sont très factuelles, et de controverses, on bascule dans plutôt du travail de solution, quoi, de recherche de solutions. Et le chasseur va assez vite convenir avec l'écologue qu'il y a des espèces en voie qui sont devenues invasives, qu'il faut réguler pour pouvoir permettre à des espèces d'arbres de pousser plus sereinement. Donc il a sa place, à condition d'avoir certains comportements. Réciproquement, il est plutôt content de réfléchir à la manière dont la forêt sera agencée pour que ça soit un habitat propice à certaines autres espèces. Réciproquement, les touristes sont contents qu'on ait une forêt qui va peut-être trouver une plus grande diversité, donc une esthétique plus intéressante. Et puis les forestiers s'y retrouvent quand même, puisqu'au final, quand on travaille bien tout ça, on se rend compte que la configuration choisie va peut-être être un peu moins productive au mètre cube par an, mais elle va être beaucoup plus résiliente, permettre d'avoir accès à des essences d'arbres qui ont peut-être une plus grande valeur. Et donc à la fin, au bout d'une journée d'atelier, il n'y avait absolument aucune opposition. On n'a pas détecté de posture inconciliable. C'était une surprise, hein, on s'attendait à des débats beaucoup plus difficiles. Voilà, le mode de faire aboutissait clairement à plutôt des convergences et assez peu de conflits. C'est plutôt une bonne nouvelle. Tout à fait, merci pour ces éléments très, très positifs. Mais malgré tout, évidemment, comme toujours, dans le réel, il y a aussi eu des difficultés auxquelles vous vous êtes heurtés, ou des choses qui ne sont pas passées comme vous auriez voulu. Est-ce que tu peux aussi nous donner, c'est peut-être pas le revers de la médaille, mais en tout cas une autre facette des choses? Je dirais que c'est le pendant de ces démarches, c'est que on ne peut pas évacuer, c'est le rôle de nos lieux, hein, on ne peut pas évacuer les questions de posture. On est confronté à quand même des conflits de posture. Posture au sens où chacun arrive quand même avec son bagage et ses convictions. C'est particulièrement vrai, bien sûr, avec les experts, les gens dont c'est le métier, qui vont tout de suite commencer la discussion par moi, c'est mon métier, je suis le sachant, donc c'est moi qu'il faut écouter. Donc on sort très vite à ça, c'est quelque chose qu'il a fallu gérer. On pourra se dire après comment on arrive à le gérer. Alors, en tout cas, il y a une question de la légitimité. Très vite, le sachant qui se positionne comme légitime et du coup, un peu spontanément, les non-sachants qui eux-mêmes vont entériner ça et s'auto-censurer, ne pas oser s'exprimer parce que de peur d'être naïf ou candide sur le sujet. Ce qui est mon cas, hein. Je me considère comme profane du sujet forestier au départ. Et donc, très vite, en reposant l'expert et les gens de cœur de métier sur une forme de piédestal, on coupe immédiatement les possibilités de créativité et d'innovation. Ça va très vite gangréner, scléroser la démarche. Et donc, il a fallu dépasser ça. Ça s'est fait de plusieurs manières. Alors, la première chose, c'est quand même le fait accompli, ou plutôt le constat. C'est oui, d'accord, l'industrie forestière est sachante, et en même temps, regardez cette forêt, elle est quand même morte. Le passage du débardage mécanisé a détruit complètement les sols et toutes les jeunes pousses. On avait une forêt, une quinzaine de pousses à peu près en dessous de canopées qui ont été totalement détruites par l'intervention mécanisée. Et donc, on avait quand même matière à poser des constats assez indéniables de dysfonctionnement, en tout cas de faiblesse de la filière.
et qui assez vite ne sont pas repoussés complètement par l'expert parce qu'il est obligé de le constater, puis au fond, il le sait. Et donc, il y a le réel qui nous sert au fond et qui montre qu'on est légitime à poser des questions. C'est la première chose. Et souvent aussi, on se rend compte et les experts entendent que les non-sachants, par leurs questions naïves, reviennent aux fondamentaux et c'est souvent des fondamentaux qu'on a oubliés quand on est devenu très pointu dans son expertise. C'est un peu ce qui s'est passé quand on a posé la question aux forestiers, où vont nos bois, et qu'on nous a répondu en papeterie. Et dans la foule, on leur a demandé mais pourquoi ils n'ont plus de propriété mécanique pour servir à autre chose. Et que le forestier répond si, globalement, le bois qu'on voit là, il est de bonne qualité, c'est juste qu'il ne rentre plus dans les critères. Et il convient assez vite lui-même que ça n'a pas de sens, qu'il y a une faille dans ce raisonnement et qu'il y a probablement un système qui s'auto-entretient et qui n'est pas très vertueux. De même, quand on dit et si, mais dans ce cas, puisqu'il n'y a pas de filière adaptée, et si on le faisait nous-mêmes, spontanément, on nous prend de haut, on nous dit non, c'est pas votre métier, vous n'y arriverez pas, et puis ça ne s'invente pas de scier des bois. Et puis, donc ça, c'est des questions qui vont être naïvement posées en séance. Et ça crée un peu d'incompréhension, et même du mépris entre les sachants et les non-sachants qui peuvent monter en tension. Et au bout d'un moment, de l'autre côté, ça s'est dépassé, donc encore une fois, par un peu de méthode d'intelligence collective. Donc voilà, il faut un peu d'astuce, mais aussi parce qu'il y a toujours des alliés quand même. Il faut toujours trouver des alliés dans ces moments-là. Et par exemple, il y avait un scieur local qui avait monté sa scierie, qui est lui-même compagnon charpentier, donc crédible vis-à-vis de la filière, mais qui a choisi une voie alternative de créer sa micro-scierie et qui en séance dit non, je ne suis pas d'accord, en fait c'est possible, moi je l'ai fait et je veux bien les accompagner pour qu'ils le fassent, en fait c'est possible. Et en l'occurrence, on a acheté une micro-scierie, ça valait 4 000 €. Elle est en cours d'installation. On a plus de 300 mètres cubes de bois valorisables sur place, qui nous auraient été achetés 5 € le mètre cube, et pour lesquels nous, on aurait acheté pour rénover nos bâtiments du bois à 17 € le mètre carré. Donc, si vous faites le calcul, c'est fois 100. Donc, on est capable d'amortir notre micro-scierie, même avec les risques et notre manque de compétences, en à peine quelques mois. Et donc voilà, le premier frein, c'est ce côté le sachant est sachant, et donc il ne faut pas le remettre en question. Or, plus il est sachant, plus il a pris des habitudes, et moins il est devenu créatif. Ça, c'est pas que pour le bois, c'est vrai pour à peu près toutes les filières. Et donc, il a besoin de temps en temps de rencontrer quelqu'un de naïf qui fait quelque chose qui n'est pas possible parce qu'il ne sait pas que c'est pas possible. Et puis finalement, il se rend compte que c'est possible. Donc tout ça, ça a été le genre de frein qu'on a rencontré. C'est allé assez loin parce que il se trouve qu'on est aussi que le projet était labellisé dans le cadre d'un grand programme national qui s'appelle Des hommes et des arbres, et que la recherche dont je viens de parler a été soumise au comité de pilotage, et que très vite ça a posé question. Ça a été l'action elle-même n'a pas pu être labellisée, elle est en cours d'instruction, ça fait plus de 2 mois. Alors qu'elle devait passer comme une lettre à la poste. C'est une toute petite expérimentation de quelques hectares. Et on s'est rendu compte que ça ne passait pas parce que ça posait beaucoup de questions à la filière. Notamment, ça donnait l'impression que peut-être on remettait en question le fonctionnement de la filière et la légitimité des professionnels, ce qui est pas le cas. Hein. On expérimente des choses, mais avec beaucoup de respect pour la profession. Et donc, ça crée des incompréhensions et des blocages. Notre action, alors elle ne peut pas être bloquée puisqu'on est sur un site privé, mais sa transmission, son essaimage, elle était bloquée ou en tout cas très fortement ralentie. Donc on voit qu'on suscite quand même par ce genre d'action, pourtant très très modeste, et pas vraiment révolutionnaire non plus, on génère des frictions, on génère des doutes, des questions. Donc on voit qu'on est sur des filières qui sont quand même en tension, et que chaque petite action peut être mal vécue, donc il faut beaucoup, beaucoup de diplomatie. Et on est en phase de diplomatie, on continue à dialoguer. Pour nous, il est impensable de faire ce genre de choses sans les acteurs de la filière ou contre eux. Et donc voilà, ça ne se fait pas tout seul. On se heurte à des réfractions au changement très fortes, malgré une volonté de coopération.
On voit que tu pourrais nous en parler encore pendant des heures, mais on va le faire peut-être, mais plutôt au travers du débat, même si on va essayer de décaler un peu les choses pour voir justement ce qui concerne aussi les autres personnes dans d'autres cadres sur ces histoires de création de valeur. Mais je voulais que tu nous racontes une dernière chose qui montre que tu as déjà commencé à en parler, à quel point cette histoire de gestion de parcelles n'est pas une question justement que d'expertise et de nouveaux modes d'emploi qu'il faudrait apprendre pour planter cette fois-ci d'une bonne façon ou quelque chose comme ça va beaucoup plus loin. Tu as parlé de plein d'acteurs et donc aussi de relations entre les acteurs. Et il y a quelques exemples, quand tu m'as présenté l'expérience, bien sûr, avant qu'on se voit aujourd'hui, qui étaient drôlement intéressants. Alors, je ne sais pas si finalement c'est celui-là dont tu vas parler, mais moi, j'aimais bien l'histoire d'architecte qui permettait aussi de parler du temps. Et avec les arbres, on peut aussi parler du temps. Oui, clairement, moi, c'est une anecdote que j'aime beaucoup aussi. Tu l'as dit, on se rend compte qu'au fond, la gestion du bois, c'est pas une question de bois. La gestion de la forêt, c'est pas une question de forêt. C'est une question de beaucoup d'autres choses. C'est tout un écosystème, en fait. Et l'objectif, c'est d'aller traiter cet écosystème. Donc, je l'ai évoqué, ça peut être le lien entre la forêt, l'agriculture, etc. Mais j'aime bien effectivement la notion de la chaîne de valeur et de sa temporalité. Donc, normalement, dans un monde conventionnel, et notamment une économie mondialisée, le bois, c'est une ressource parmi d'autres qui est massivement disponible à relativement bon marché, parce qu'on sait la produire très très loin et la transporter de très loin dans des pays où l'exploiter coûte peu cher, où il y a très peu de normes environnementales. Donc voilà, c'est pas une question, la ressource en bois. Et donc quand on s'est mis depuis quelques années à remettre en avant la construction bois, un architecte qui concevait un immeuble, un bâtiment en bois, il faisait un métier assez linéaire. Il faisait son analyse des besoins, il designait son immeuble, il dit, voilà, pour la forme que j'ai décidée, pour les usages que vous avez, il faut tel type d'essence, elle aura telle forme, elle rentrera dans tel gabarit, et débrouillez-vous. Voilà, vous la trouverez, c'est sûr, elle est quelque part sur étagère sur le marché. Et c'était comme ça qu'on concevait, et c'est toujours comme ça qu'on conçoit la plupart de nos bâtiments, et c'est vrai pour le mobilier aussi d'ailleurs. À l'inverse, on a rencontré une initiative géniale juste à côté, alors on essaie de la répliquer à la Vigotte, dans les Vosges, un bâtiment périscolaire qui a été conçu par une agence d'architectes qui s'appelle AA, qui vient de pas très loin de chez nous, et qui a complètement renversé l'approche. Et qui est parti, au contraire, de la ressource disponible sur place. Donc, c'est des architectes qui sont allés dans la forêt, donc ça n'arrive pas souvent, à part pour se balader. Donc, je ne suis pas en train de critiquer les architectes, il y en a peut-être dans la salle. Donc, l'architecte est parti dans la forêt avec le commanditaire du bâtiment. Et puis, le commanditaire a dit, voilà, moi, j'ai une dizaine d'arbres, des bons gros arbres, qui vont devoir être coupés, je voudrais qu'on les utilise. Et ces arbres, sauf que c'est des hêtres. Donc pour ceux qui connaissent un peu la construction, ils savent que le hêtre, ce n'est pas un bois de construction, en tout cas pas un bois de construction traditionnel. Donc c'est un bois qui n'est pas homologué. Tous les matériaux qui en sont tirés ne sont pas utilisables, ne sont pas reconnus par les bureaux de contrôle, etc. C'est aussi un bois dont globalement la transformation est du coup un peu moins maîtrisée. Et puis je trouve que c'était un bois aussi qui était mitraillé, on est quand même dans les Vosges, donc il y avait plein d'imperfections et qui était difficile à exploiter. Et donc, tant pis, on est parti de cet arbre-là et on a conçu tout le bâtiment, ses procédés constructifs, toute la chaîne de préparation de ces transformations pour pouvoir utiliser ce bois-là et pas un autre. Donc, c'est un renversement complet de la chaîne de valeur. À la fin, ça a généré plein de choses fascinantes. La première, c'est que le résultat est magnifique. Je ne sais pas si vous retrouvez des photos. Le résultat est magnifique. Il est surtout étrangement presque plus fonctionnel parce que la frugalité, ça oblige à être extrêmement rationnel, à être extrêmement efficace. Comme on n'avait pas beaucoup le choix, il a fallu être astucieux. Ensuite, il a fallu réinventer toute une chaîne d'homologation, parce que du coup, les bureaux de contrôle refusaient d'homologuer. Et donc, il a fallu imaginer, comme on ne peut pas faire une grande poutre avec du hêtre, il a fallu faire des agrégations avec des montages assez astucieux pour créer la charpente, pour créer la structure, travailler avec des centres de recherche locaux pour valider chaque étape. Et on s'est rendu compte qu'en fait, c'était possible. Il y a eu un surcoût indéniable, mais qui n'était pas, alors j'ai plus le chiffre exact, mais il n'était pas insupportable, surtout vu de où on partait. Et donc, on a pu
comme ça absorber ce bois localement. Et quand on regardait le surcoût, alors encore une fois, je n'ai pas le chiffre en tête, mais à l'ordre de grandeur, ce qui était très fort, c'était qu'on voyait évidemment un surcoût, puisqu'on était sur un dispositif unitaire, non industriel, presque spécifique, enfin spécifique à cette construction. Et en même temps, on trouvait une autre valeur. On trouvait une manière de valoriser un bois qui aurait été perdu par ailleurs. Il aurait fallu acquérir et faire venir de loin un autre bois. Des transformations qui ont lieu localement versus dans des grandes usines très loin, avec donc une réimplantation des savoir-faire locaux, une unicité du bâtiment, et qui en a fait une curiosité d'ailleurs, qui est aujourd'hui assez visitée, et donc plein d'autres formes de valeurs qui sont nées d'un geste un peu fou qui était je ne vais pas designer et après les gens trouveront le bois, je vais partir de l'arbre pour faire mon bâtiment. Voilà, c'est le périscolaire de Tendon, c'est la ville de Tendon, si vous cherchez sur Internet. Merci Antoine. Ce que je vous propose, c'est de voir si, dans un premier temps, est-ce qu'il y a des questions de clarification sur le projet, des éléments pour lesquels vous souhaiteriez qu'Antoine précise certains éléments avant de lancer le débat à proprement parler. Je ne crois pas qu'il y ait des choses dans la discussion. Ah si, il y a Yannick Régnier qui est intervenu. C'était plus de l'information ou bien est-ce que vous souhaitez intervenir, Yannick? C'était plus une recommandation, quelque chose comme ça. On a Axel voilà, excusez-moi pour le nom. Axel qui souhaite prendre la parole. Je vous la donne. Oui, bonjour. Vous m'entendez bien? Tout à fait. Ok. Oui, bah, du coup, super intéressant. Et je me demandais aujourd'hui, est-ce que du coup, il y a eu donc replantation de la parcelle qui a été scolytée? Et si oui, quel est le mode de gestion qui a été adopté avec les essences ou alors le sujet, c'était plutôt la gestion de la forêt telle qu'elle est aujourd'hui plutôt que la replantation? Alors, c'est bien les deux sujets, hein, c'est bien la gestion de l'existant et la replantation. La replantation, elle n'est pas encore effective puisque, je le disais, le but, c'est de suivre les préconisations du groupe de co-conception. Je peux quand même donner des éléments, puisqu'il y a plusieurs parcelles. Il y en a une qui a été laissée à l'état naturel en observant ce qui spontanément se passe, avec déjà des essences intéressantes. On va retrouver relativement peu d'épicéas d'ailleurs, hein. Ça va être en épineux, c'est du sapin qui reprend spontanément, mais aussi du frêne, du hêtre, du sorbier, enfin beaucoup d'essences assez surprenantes dans leur diversité, sans avoir été replantées. Donc ça, c'est sur les parcelles qu'on laisse revenir spontanément. Et puis sur la parcelle qu'on souhaite replanter, ce que je peux simplement dire, c'est qu'on sait déjà que ce qui ressort, ce sera une mixité, ça c'est clair. Il n'est pas du tout évident qu'on parte sur un alignement, ce sera probablement quelque chose d'un peu plus en mosaïque, avec aussi probablement des clairières. Ce ne sera probablement pas un reboisement complet. C'est ce que je peux vous dire pour l'instant sur cette parcelle. D'accord, merci. Raphaël? Bonjour. Alors moi, je travaille pour une coopérative transition écologique et je dois faire de la concertation et je travaille aussi sur des questions de commun. Et donc, on a des financements pour à chaque fois, pareil, recherche-action ou alors sur des appels à projets pour gérer ce genre de choses. Et je voulais savoir si sur cette expérimentation, il était apparu un moyen de mettre en place la concertation ou la gouvernance partagée sans forcément avoir recours à un artifice ou de financier. C'est-à-dire que ce soit sur une dynamique, parce que c'est vrai que cette approche des grands sachants, c'est un peu compliqué. Et du coup, c'était sur l'approche
d'un modèle économique simple sur la proximité locale, rurale, s'il y avait quelque chose qui était ressorti ou si c'était toujours comme d'hab. Ah, si, quand même. Alors d'abord, on n'a pas eu trop d'artifices. Alors, il se trouve que le projet de recherche sur son volet académique, il va être financé, enfin, il va être cofinancé. Il y a notamment un financement ADEME, mais c'est presque secondaire. C'est pas complètement secondaire parce que ça financera les chercheurs dans leur suivi de l'action. En revanche, tout le reste n'a pas fait l'objet de financement. C'est autoporté. Donc, c'est en bonne partie l'association de la Vigot Lab qui se débrouille. Typiquement, quand on fait venir 60 personnes, ben, on les nourrit. Donc, on a à la fois, c'est un mot intéressant, je pense, qui est bien dans l'esprit de l'économie de la fonctionnalité, c'est au final, cette action, elle s'autofinance parce que plein de gens y voient un intérêt. L'hôtel-restaurant sur place a globalement divisé par 2 ou 3 ses prix pour que l'association puisse nourrir les 60 personnes parce que ça l'intéresse. Que ce genre d'activité existe, ça rend le site dynamique, ça le rend attractif, et puis tous ces gens qui sont venus faire cet atelier reviendront un jour manger plus classiquement. Je prends cet exemple qui paraît anecdotique, mais c'est aussi pour dire que pour pouvoir réussir ces coopérations, je pense qu'il faut être astucieux à chaque fois. Comme tu le dis, c'est pas spontané parce que il n'y a pas un modèle économique direct à la coopération. C'est quasiment toujours indirect. Et donc, c'est par des petites astuces comme ça, parce que l'hôtel s'y retrouve, que du coup, il fait un petit buffet sympa, que du coup, au lieu d'avoir 40 personnes, on a 60, parce que mine de rien, ils sont contents de venir avoir une bonne brioche et puis un bon repas. Et bien sûr, ça joue, mais c'est pas grave que les gens viennent aussi parce que c'est convivial. Donc, il y a un peu ça. Ensuite, parmi les acteurs qui viennent, ils viennent aussi beaucoup parce qu'on a fait en sorte qu'ils sentent leur intérêt à terme. Je prends l'exemple du chasseur, le président de la fédération de chasse qui était présent. Lui, il est venu parce qu'il savait qu'il y avait des tensions très fortes avec les habitants, bon, classiques, hein, chasseurs, habitants, randonneurs et défenseurs des animaux. Et donc lui, il est venu en disant, c'est quelque part, c'est un endroit où je vais pouvoir au moins présenter mon point de vue de façon apaisée. Réciproquement, les gens de la Ligue de protection des oiseaux et puis il y avait aussi France Nature Environnement sont venus en disant tiens, il y a un chasseur, il faut aussi qu'on discute. Et puis je vois qu'on nous pose la question ouvertement, pour une fois, on nous demande notre avis, donc on vient. Donc il y a pas mal de gens qui vont trouver une valeur et qui vont venir spontanément, on les a pas payés, hein. Ils ont passé une journée, ils ont tous posé une journée pour venir, donc pour certains, c'était pas neutre. Je donne un autre exemple, c'est un bûcheron. Un bûcheron du village d'à côté qui a aussi posé une journée en pleine crise Covid, c'était quasiment un miracle. Et lui, ce qu'il a tiré comme valeur, clairement, c'est qu'il a été valorisé. Il a, pendant une journée, son savoir-faire de bûcheron était côtoyer les chercheurs, les grands experts nationaux ou régionaux de l'ONF, et son avis comptait. D'ailleurs, ce qu'il disait était souvent largement aussi intéressant, voire plus pertinent que beaucoup de paroles d'autres experts. Et donc, lui, il est venu chercher ça, de la reconnaissance, de la notoriété. Et donc, voilà, il y avait un peu un côté, ça marche parce qu'on arrive à créer un peu de la valeur pour tout le monde, y compris par des petites astuces, comme avoir un bon petit gueuleton ou une petite bière à la fin. Et ça, c'est pas neutre, voilà. C'est vraiment des critères de succès. Alors, je sais pas comment vous le faites vous, hein. En général, on a un peu tous les mêmes astuces, mais je trouve que ça fait le job, quoi. Après, c'est du travail. Ça se fait pas tout seul non plus. Est-ce que justement, puisque tu disais, je ne sais pas comment vous faites, est-ce que justement tu as des questions à poser à ceux qui sont venus écouter ton expérience et qui pourraient te faire profiter, te faire profiter, oui, c'est ça, de leur expérience à eux aussi, sur certains points? Alors déjà, merci à Yannick, parce que du coup, je vais ouvrir le lien qu'il mettait dans le chat sur Entre les arbres. Donc, si tu veux en dire un mot, Yannick, ça a l'air passionnant. Et puis plus généralement, oui, je serais assez intéressé. Je l'ai dit, ça c'est un exemple sur la forêt. Alors si vous avez d'autres exemples sur la forêt, je suis preneur. Mais au-delà de la forêt, on est très intéressé par trouver d'autres exemples de travaux de coopération autour de la gestion de la ressource en proximité. Parce que pour nous, c'est un sujet majeur de territoire, même un sujet national d'ailleurs, qui est assez peu frontalement évoqué. Alors clairement, jamais dans les débats, les grands débats dans les médias. Et je serais preneur d'autres exemples sur d'autres types de ressources ou d'autres types de services où par la coopération, vous avez réussi à créer des circuits courts locaux. Voilà, si vous avez ça sous le coude, je suis preneur. Et du coup, Yannick, pardon, si tu as...
Oui, merci. Alors, c'est une proposition là, que j'évoquais de ce qu'un copain, Serge Mangbert, appelle la facilitation territoriale. Alors, il n'a pas inventé le terme, hein. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a une formation et une pratique de facilitateur de manière assez classique, mais dans cette posture très basse, comme on dit dans le monde de la facilitation. Moi qui suis un animateur, on brasse pas trop et on laisse les choses émerger. Et ça, il le fait bien. Moi, je l'ai vécu en formation, ça marche très bien. Et il est par ailleurs très intéressé au vivant et il pratique énormément en forêt. Ce qui d'ailleurs n'a rien à voir en particulier avec cette question de la valeur de la forêt, mais et il brasse un peu ces deux cultures-là pour des propositions assez nouvelles d'ailleurs, et je ne suis même pas tout à fait sûr qu'il l'ait expérimenté sur des cas concrets hein, en accompagnement. Mais je trouve ça très intéressant en fait, parce que la question de la ressource et de la question de la coopération entre acteurs, voilà, c'est ça que j'entendais de ce témoignage-là et moi, qui m'intéresse beaucoup. Et peut-être juste pour citer un autre exemple qui est aujourd'hui celui du territoire dans lequel j'habite et pour lequel je travaille, un territoire qui est le héros, comme dit Serge d'ailleurs de manière assez intéressante dans son webinaire. Je me suis répété. Oui, c'est la question de la rivière Drôme, c'est-à-dire BioVallée en tant que projet de territoire est né d'une préoccupation sur un commun qui est la rivière, avec historiquement le premier schéma d'aménagement et de gestion des eaux sur le territoire. Donc c'est pas la forêt ici, c'est la rivière, mais en fait qui de la même manière provoque une commission locale de l'eau, ce que parfois les gens appellent un parlement de l'eau, etc. Et puis cette tentative de travailler en commun qui a abouti au fait que la rivière en 20 ans a été dépolluée, mais qui aujourd'hui doit être revitalisée pour tout un tas d'autres enjeux, notamment le changement climatique et puis le manque d'eau patent, et alors que tout le monde en vit, quoi, les acteurs du tourisme, les agriculteurs, les premiers, par exemple. Merci Yannick. Est-ce qu'il y a des questions ou des retours d'expérience? Enfin, est-ce que l'expérience d'Antoine vous fait écho en fait? Est-ce que la question qu'il pose sur la gestion des ressources ou la coopération vous amène des réflexions qui pourraient être partagées? Il y a Alice, je crois qu'il... Ah oui. Oui, pardon, je me suis trompée de... J'espère que ça va tenir, je vais quand même mettre la vidéo. Je me suis trompée d'icône. Oui, donc je n'ai pas pu tout suivre parce que j'ai des gros problèmes de connexion, mais je suis quand même très intéressée par ce que j'ai entendu. Et j'ai entendu plusieurs fois, enfin j'ai entendu plein de mots qui me font plaisir parce que qui sont, comment dire, qui s'éloignent un petit peu d'une vision, je ne sais pas si c'est technocratique ou technique ou ingénieur, qui sont les phases, comment dire, des langages les plus parlés autour des mondes professionnels et qui parfois sont en distance assez forte avec ce que moi je relie plus au vivant. Donc là, j'ai quand même plus entendu parler de choses vivantes. J'ai quand même entendu parler de ressources. Et du coup, je m'interroge sur le statut qui est donné à ces ressources, sachant que, par exemple, moi en tout cas depuis 20 ans que je m'intéresse aux questions d'énergie renouvelable, donc je suis au mouvement pour l'économie solidaire, mais j'ai aussi travaillé dans l'éco-construction. Donc depuis 20 ans, on parlait beaucoup du bois comme une ressource renouvelable, mais si la ressource est utilisée plus vite qu'elle se renouvelle, déjà il y a un problème. Là, il est mathématique, donc il est facile à comprendre pour tout le monde, même si ça prend du temps à être vraiment inclus dans les process et dans les systèmes. Mais il y a quand même autre chose. Évidemment, tout promeneur sensible, quand il se promène dans une forêt où une coupe rase est effectuée, est quand même atteint dans sa sensibilité, beaucoup plus que dans un endroit où on coupe des arbres pour pouvoir en récupérer les grands fûts, où il y aurait une gestion, on va dire, plus raisonnée de la coupe. Donc, il y a quelque chose autour
de la sensibilité, moi j'ai envie de dire un supplément d'âme. La forêt, elle est un peu plus que la somme des êtres vivants qui la composent en fait. Elle forme une dynamique de groupe liée au groupe des êtres vivants qui la composent, qui évidemment sont majoritairement pas humains. Et du coup, comment on travaille, parce que c'est vrai pour la forêt, c'est vrai pour la Loire. Moi, j'habite dans la vallée de la Loire, donc c'est une autre. Voilà, ça ressemble certainement plus à la Drôme. On peut parler de commun, mais du coup, moi, ça me gêne un petit peu que le discours parle de ressources autour de ce commun. Donc, parce qu'il peut y avoir une dynamique de groupe humaine qui accompagne une dynamique de vivant écosystémique, en fait. Mais aujourd'hui, on est capable de parler d'écosystèmes dans des espaces économiques extrêmement compétitifs. Donc, je me méfie de ce mot qui a été quand même assez galvaudé en passant de l'écologie aux politiques publiques. Bon, c'est un peu confus mon propos, mais j'espère que voilà, vous entendez juste cette question du vivant, comment on peut en parler et le vivre par d'autres, en créant d'autres voies que les voies qu'on a connues jusqu'à présent, qui sont extrêmement rationnelles et parfois épuisantes pour l'écosystème, pour les dynamiques vivantes, etc. Voilà, c'était juste une réaction. Merci à vous. Je propose de faire circuler la parole et que ce ne soit pas nécessairement Antoine qui réponde, qu'il puisse répondre évidemment, mais que ce ne soit pas nécessairement lui qui réponde. Et du coup, de passer la parole à Janie et puis à qui voudra, et donc éventuellement Antoine, rebondir sur les propos des deux personnes-là. Votre micro, voilà. Ouais. En fait, moi, je vais peut-être faire une intervention complémentaire. Moi, en fait, ce qui m'a interpellé beaucoup, c'est l'usage des bois scolités. C'est-à-dire que nous, on a beaucoup de forêts communales. Donc, moi, je me situe commune de Faverges-Septenay, au bout du lac d'Annecy. Et on est vraiment une grosse commune forestière. Les bois sont de plus en plus chers. On veut construire de plus en plus avec du bois. Donc, on était déjà dans la réflexion de se dire, parce qu'en général, on n'exploitait pas nos bois pour les utiliser. Je sais qu'il y a pas mal de communes du parc naturel régional du massif des Bauges qui sont en train de structurer cette filière et qui ont déjà fait des expérimentations pour couper leurs propres bois et les utiliser. Mais alors, l'idée des bois scolités, ça pourrait être encore plus pertinent d'en plus, parce que là, sur notre secteur à nous, c'est un peu comme les Vosges, hein, des bois, il y en a plus. Et alors, ce qui m'intéresse, c'est si on pouvait avoir des coordonnées des architectes qui avaient déjà commencé à essayer de se poser cette question, si on pouvait, parce que nous, si on pouvait essayer de faire travailler les architectes du coin sur cette idée et les mettre en relation pour justement pour en développer les usages de ces bois-là, ça serait plutôt top, quoi. Merci, Janie. Je ne sais pas si quelqu'un veut répondre, sinon je peux peut-être rebondir sur au moins cette question-là avec plaisir. Bon, ça, c'est facile de répondre. Pour mettre en relation avec quelques architectes qui se posent ces questions, il y a un réseau qui est assez étendu, qui ne concerne pas que les architectes, mais qui est celui de la frugalité heureuse et créative. Et donc, dans ce réseau d'architectes, il y en a plusieurs qui se posent la question de l'usage des bois accidentels en général, pas que scolité. Nous, à notre modeste échelle, on va intégrer du bois scolité dans nos rénovations. On est en train de monter notre scie mobile. Donc, frugalité heureuse. Et créative. Mais je ne sais pas comment, soit vous me passez vos coordonnées, et puis bref, je vous mettrai en relation avec les architectes de ce réseau qui pourront peut-être trouver leurs homologues chez vous, parce que je crois qu'ils sont un peu partout en France, avec plaisir. Alors, je vous mets l'adresse mail. Et peut-être juste à mon niveau, d'autres ont sûrement d'autres choses à dire, hein, sur la remarque d'Alice sur les ressources, en tout cas pour dire ce que moi j'avais derrière le mot ressources. D'abord, c'était au sens très large, y compris au sens d'une ressource d'un commun. Nous, on pense vraiment que la forêt est un commun. C'est très proche d'ailleurs de la vision qu'évoquait Yannick sur le commun de l'eau. Je trouverais très intéressant, je ne sais pas s'il y en a qui ont un parlement de la forêt, des forêts, ça pourrait être un bel objet. On parle moins peut-être de façon moins originale, de plans de gestion partagés.
ça fait tout de suite beaucoup plus d'ingénierie. Mais en réalité, ce qui serait intéressant, ce serait d'avoir quelque chose de l'ordre du Parlement de la forêt. Ça, je trouverais que ce serait une belle tentative. Parce que je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, en tout cas sur tout ce que tu as dit sur le vivant / la ressource, qui peut paraître un peu la ressource matérielle au service de nos économies. Bien sûr, on ne la balaye pas d'un revers de manche, parce qu'en plus, on a vraiment des filières entières qui dépendent de ça ici. Mais c'est une belle remarque, quoi. Sans être un forestier, on va vite tomber sur comment optimiser, alors le mot est suspect, comment optimiser nos ressources physiques. Mais voilà, mais on pourrait aussi, je ne vais pas monopoliser la parole, mais il y aurait un très beau débat d'ailleurs sur le fait que même au sein de cette vision économique, le fait d'être dans une vision très industrielle et très linéaire de l'exploitation de la ressource, en réalité, se révèle après coup moins rentable, même du point de vue économique, se révèle moins rentable puisque les bois accidentels sont plus nombreux, les forêts sont moins résilientes. Et comme on n'arrive pas à créer de la valeur au dehors du bois lui-même, du mètre cube de bois, en réalité, toute la filière en pâtit. Donc même du prisme économique, une vision très ressources ingénierie commence à trouver ses limites. Et bien sûr, si on sort de ça et qu'on réfléchit au vivant, là, évidemment, on se rend compte qu'on est tout petit et qu'on rate beaucoup de choses. Donc, je vois que Raphaël a relevé la... Raphaël a relevé Oui, oui, j'avais relevé la main parce que, Antoine, là, tu parlais du Parlement, des parlements pour la forêt. Du coup, moi, ça me fait rebondir sur le fait qu'il y a ce qui vraiment est important, c'est les notions d'enjeu, c'est-à-dire que à chaque fois, on voit qu'il y a toujours une question de rapport de force qui se met en place. Et, et ce qui est un peu un problème, en fait, c'est que ces ressources, quand elles sont oubliées, c'est parce qu'on oublie l'enjeu. C'est pour ça, du coup, on parle des forêts. Nous, on a, par exemple, on a beaucoup essayé d'avancer sur ces questions des forêts grâce à l'agroforesterie, où on va carrément travailler aussi avec des éleveurs, des gens comme ça. Et en fait, on se rend compte que nous, du coup, on monte une coopérative d'énergie renouvelable citoyenne et tout ça. Et, et donc, on se rend compte que les forestiers ou les paysans qui veulent mettre des bêtes dans les forêts, finalement, coupent le bois pour s'en débarrasser et ne le voient même pas comme une ressource. C'est-à-dire, ils le voient uniquement comme un problème. Et donc, on se dit comment est-ce qu'on peut faire apparaître ça comme une ressource pour que l'enjeu apparaisse. Mais c'est surtout comment est-ce qu'on arrive à mobiliser les différentes parties prenantes qui, elles, ne sont même pas au courant que c'est un enjeu pour eux. Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est le combat de tous les jours qui est super difficile, c'est ce rapport de force. Et cette notion de parlement, ça ressort parce que c'est comment faire en sorte que ce rapport de force reste. Parce qu'une fois que c'est réglé, une fois que l'enjeu est à peu près sécurisé, ou en tout cas que la ressource est repérée, qu'il y a du monde qui s'en sert, bon, ce qui se passe, c'est que le rapport de force, il est oublié par une usurpation, on le récupère, on se dit, ah bah ça y est, maintenant c'est une richesse, on va pouvoir la récupérer et la reprendre. Donc ça, c'est vraiment le problème des communs de manière générale. Donc voilà, je pense que ce travail qui se fait sur cet espace de recherche-action, c'est bien. Et ce qu'il y a de bien surtout, c'est qu'il y a des gens qui vivent sur place et qui le font vivre. Et que du coup, ce qui est important, c'est surtout de mettre en place un espace où il y a des gens qui vivent et qui continuent à faire vivre ce collectif de gouvernance. Parce que ce soit sur l'eau ou la forêt, que ce soit des ressources même immatérielles, ce qui est important, c'est vraiment l'animation du collectif qui est autour. Donc nous, on travaille beaucoup avec Maison Paysanne, avec le PAT, avec le programme d'alimentation. Donc, il y a plein de programmes comme ça qui sont là et qui sont relativement structurés. Donc, moi, j'aurais tendance à dire que vu que l'objectif, c'est quand même de faire vivre la communauté, la gouvernance de gestion de la ressource, si on voit ça comme un commun, voilà, c'est les interactions, vu que là, c'est du rural, c'est l'interaction sociale, c'est le lien entre les gens au niveau rural, c'est recréer ça qui est l'enjeu principal, en fait, plus que la ressource elle-même. C'est vraiment la vie rurale et la connaissance. Donc là, à chaque fois, c'est des notions de sensibilisation, des trucs comme ça. Et donc, plutôt qu'un parlement, moi, j'aurais tendance plutôt à essayer de favoriser une vie citoyenne avant une structuration
voilà, politique. Merci Raphaël, ça me paraît Ouais. très intéressant. Je pense que Romain va rebondir un peu sur tout ça. Oui, alors tout d'abord, vraiment merci Antoine pour ta présentation. C'était à la fois super clair et ça donne beaucoup de grains à moudre. Alors, d'abord, il y a plusieurs choses sur lesquelles moi, je voudrais revenir. Il y a une première, c'est, je pense que le projet, là, il est révolutionnaire. Tu as dit, c'est pas révolutionnaire. Je pense que le révolutionnaire, c'est pas une question de dimension, c'est une question de la nature de la rupture. Et pour moi, je vois une rupture qui rejoint ce qu'on met dans l'écho de la fonctionnalité de la coopération. Un des principes, c'est rompre avec le mode de pensée industriel, la logique, ce qu'on appelle la logique industrielle. Et la logique industrielle, elle passe notamment par plusieurs choses dont tu as parlé, c'est-à-dire l'idée de fonctionnaliser les choses. L'arbre, c'est de la matière ligneuse qu'on peut servir pour fabriquer, dont on peut servir pour chauffer, mais on réduit, on a besoin de faire l'hypothèse que c'est réductible à quelque chose qu'on est capable de mettre sur un marché. Pour mettre quelque chose sur un marché, il faut que ce soit une unité fonctionnelle bien délimitée, comparable et qui soit mondialisée. Et en fait, on s'est mis à penser petit à petit, à force de mettre des comme si, on va faire comme si c'était vrai. Quand on te répond, ah, mais avant de construire notre... Enfin, c'était madame qui parlait près du lac d'Annecy. Pour construire, on va regarder sur le marché. En fait, tout de suite, on refait notre arbre, qui est celui qui est là, qui est à côté de chez nous, qui est celui que tu vois, que tu nous as montré en photo sur le paysage, il disparaît pour devenir un arbre théorique, qui est l'arbre du marché. Et ça, de dire non, nous, on ne veut pas de ça, on ne veut pas ce raisonnement-là, c'est déjà un premier niveau de rupture. Et puis s'enchaînent les autres niveaux de rupture. C'est-à-dire, on ne va pas commencer par penser par ce niveau théorique, on va commencer par penser par le niveau réel. C'est quoi les problèmes concrets qu'on a? Et les problèmes concrets, en fait, on ne les connaît pas tous. Et donc, il faut explorer. Ce n'est pas connu d'avance. Et là encore, c'est une rupture avec le modèle industriel qui fait qu'une fois qu'on a pensé les unités théoriques, on pense comment, en théorie, exploiter de manière correcte cette ressource théorique et comment être productif dans de cette ressource théorique. Et en fait, à force de faire des empilements comme ça hyper théoriques, on a un système productif qui est sur le papier, soi-disant, le plus performant du monde, mais il est plus performant à condition de, on ne parle pas des externalités négatives et positives, et on ne parle pas aussi du lien avec toute l'histoire, la vie locale, tout ce qui se passe dessus. Et puis, on ne va pas parler de la complexité du vivant, parce que ça, c'est plus de l'économie. Je pense qu'on a, alors là, pour le coup, c'est un petit... en tant qu'économiste, moi, je pense que ce n'est pas un problème de dire, logique, enfin, tu disais, même dans la logique économique, ce n'est pas rentable. Non, dans une certaine logique économique. Parce que l'économie, c'est comment se produisent les ressources, comment elles s'entretiennent et comment génèrent de la valeur. Mais il n'est pas dit que c'est seulement l'économie industrielle financiarisée qui fait le tout de l'économie. Ce qui n'est pas pareil que les problématiques de financement. Et d'ailleurs, dans ce que tu dis, c'est qu'il y a beaucoup d'autofinancement. En fait, le bénévolat, c'est des gens qui autofinancent leur participation. En fait, il y a énormément d'autofinancement qui ne se retrouvent pas perçus, sanctionnés par des mécanismes classiques de financement. Et c'est ça une des difficultés pour montrer avoir la richesse de l'engagement des personnes qui sont dedans. Mais il y a quand même une assiette financière, une assise financière qui est beaucoup plus large que ce qu'on pourrait faire apparaître. Le deuxième point que je trouve dans ce que tu poses là, qui pour moi est un sujet intéressant, c'est du coup, il faut faire attention à ne pas reprendre les mots moi, je l'ai écrit comme ça sur ma feuille et de temps en temps, je le dis aussi comme ça, de cette supercherie du marché, c'est-à-dire de faire croire que ça, c'est la logique, c'est ça l'optimisation, c'est ça le bon sens, c'est ça, mais qui fait oublier toutes les conditions qu'on met derrière. Et dès qu'on essaye de changer les conditions, on nous rappelle sur « Ah mais non, mais attendez, le bon sens, la logique économique, ce serait ça. » Mais je trouve dommage de reprendre du coup de toute cette logique économique la question de chaîne de valeur. Pourquoi? Parce que en fait, la chaîne de valeur, elle suppose qu'on ait des maillons qui soient les uns derrière les autres, et c'est en fait quelque chose qui organise les rapports de force dont parlait le dernier intervenant, Raphaël. C'est-à-dire cette logique qui fait que dans la chaîne de valeur un peu classique dans le monde industriel, c'est qui va gagner la productivité sur le dos des autres. Et donc, qui va être capable de capter plus de valeur que ce qu'il ne produit?
L'exemple typique, c'est la grande distribution, qui n'a jamais planté une carotte et qui, pour autant, arrive à en tirer l'essentiel de la valorisation financière. Et je trouve que là, la dimension d'écosystème, je parle en termes d'analyse, parce que je suis d'accord avec la demoiselle ou la dame qui intervenait pour dire attention à pas galvauder des mots. Je pense qu'en termes analytiques, on est plus dans l'écosystème, dans le sens où il y a des interdépendances, qu'on est bien face à un milieu qui a besoin de se nourrir, de s'organiser, de se soutenir. Donc, on n'est pas dans de la chaîne de valeur d'un point de vue analytique, on est plutôt dans de la dimension d'écosystème. Et après, il y a une lecture, il y a une dimension que je trouve extrêmement importante sur laquelle M. Soulier, Raphaël, finissait son propos, c'est cette dimension politique. Et c'est là où je trouve qu'on est un cran après la question de, on pourrait dire, des bonnes méthodes d'animation. Parce que pour moi, ce qui me marque dans le projet que tu as présenté, c'est le fait qu'il y a une visée politique. Elle n'est pas définie de manière idéologique, abstraite, etc. C'est poursuivre l'ancrage historique de ce lieu, comprendre ses mutations, ce qui l'a affecté, comprendre aussi la variété des usages, prendre le pari de le révéler. On est dans une vision politique, simplement pas dans celle qu'on nous a habitués de politiciens qui auraient, eux, on pourrait dire la ligne qu'on devrait suivre et puis ensuite l'intendance suit. Là, c'est de dire non, on partir du réel, ce que tu dis très justement, partir du réel, c'est bien une option politique. Et c'est là où il faut lutter effectivement contre les chercheurs, notamment, qui peuvent avoir cette impression que le savoir est de leur côté et que le réel est juste quelque chose à mettre sous l'observatoire. Alors qu'en fait, il y a à les sortir de leur chaise d'universitaire pour leur dire, là, il y a des problématiques qui résistent à la segmentation aussi industrielle d'ailleurs, entre le monde de la recherche, les différentes disciplines. Le réel, il est pluridisciplinaire, il résiste à une explication a priori, il a besoin d'une instruction, elle-même a besoin de la rigueur qu'ont appris à faire les scientifiques dans leur métier de scientifique, mais on pourrait dire qu'ils font autorité sur la rigueur, ils ne font pas autorité sur des résultats qui sont des constructions, qui sont des accumulations petit à petit dans le temps, mais qui ne sont pas sur la dimension du réel, comme tu dis, qui ne sont pas à l'échelle du réel. Et je trouve que cette dimension politique, c'est intéressant parce que je trouve qu'il y a souvent ce problème quand on parle de territoire, on le fige un peu comme un objet, c'est la forêt et les villages. Alors c'est intéressant d'avoir la cartographie, etc. Mais en fait, vous êtes en train d'essayer de constituer un territoire. Et en constituant le territoire, on constitue le patrimoine qui va avec, qui est finalement les ressources qui comptent. Mais les ressources, elles ne comptent pas en elles-mêmes. Elles comptent pour la communauté des personnes qui s'y engagent, qui s'y embarquent. Et donc, c'est là où on voit que la valeur, on sort de la valeur du marché qui serait donnée par ce mécanisme magique qui fait qu'on sait combien coûte une stère de bois, et on rentre dans une valeur qui est ce qui fait valeur pour les différentes parties prenantes, pour les personnes qui s'y engagent, et y compris à dire que la valeur d'un vivant non maîtrisé, mais c'est aussi de la valeur. Et donc, ça compte que le vivant soit aussi non maîtrisé pour générer des choses dont on ne peut pas complètement penser la programmation. On connaît tout ça si on voit une forêt d'arbres bien alignée, bien propre, etc. Ce n'est pas ça qui nous amuse quand on se promène en forêt. Ce qui nous amuse quand on se promène en forêt, c'est de tomber sur des arbres centenaires, biscornus, qui ont connu la foudre une fois, qui se sont régénérés et qui nous surprennent. Si tous les arbres et toutes les forêts étaient pareils, on n'irait plus en forêt, ce seraient des parcs. Donc, on voit bien qu'il y a un enjeu extrêmement fort à dire, à assumer collectivement que cette incertitude du vivant, elle a de la valeur. Ça m'a beaucoup fait penser ce que tu as dit, et je finis par là, à Bergson, qui est un philosophe que j'aime beaucoup, qui parle notamment du possible et du réel. Et dans le possible et le réel, il dit, comme on me prend comme un expert en tant que philosophe de ce que devrait être le possible, on pense que je sais ce qu'il y a dans l'armoire au possible. Et il dit l'armoire au possible est vide. Et en fait, c'est ce qu'on va mettre dedans qui va faire qu'on va construire de la valeur. Et d'ailleurs, pour reprendre la question de ce par quoi tu as fini de cette école qui a été mobilisée et qui dit il y a un surcoût, on voit bien le coût, on sait le compter. Mais la question de la valeur, en fait, elle est incommensurable. Puisque là encore, tu es en train de développer la valeur
que les personnes qui ont conçu ce groupe scolaire ne pouvaient pas anticiper. Ils ne pouvaient pas savoir qu'il allait y avoir là un groupe de travail dans lequel on allait discuter du combien c'est hyper bien fondé et combien ça nous donne aussi de l'espoir, ça nous donne aussi de l'inspiration, des idées pour penser aussi d'autres choses ailleurs. Et c'est aussi de la valeur. Et je trouve que sur ça, c'est important de voir que il ne faut pas se méprendre sur le contenu expérimental. C'est-à-dire, il y a un côté expérimental au sens où on découvre, mais il ne faut pas le prendre expérimental. Parce que je me souviens d'une collègue sur les territoires qui disait « J'en ai marre des expérimentations territoriales parce que ça donne l'idée que ça ne fonctionne que sous cloche. » En fait, c'est plus pionnier, aventurier, mais ce n'est pas de l'expérimentation au sens on fait le truc sous cloche et puis ensuite on diffuse. Et je trouve qu'il y a dans ce que tu présentais là, et d'ailleurs avec toute l'intention de diffusion, de mise en discussion, d'accueil, etc., un enjeu extrêmement puissant sur d'autres manières de construire politiquement des projets de transition. Et c'est là où ça a bien sa place dans un espace comme celui dans lequel on se trouve ce soir. Merci Romain. Moi, j'aime beaucoup l'idée de pionnier. Il faudrait qu'on arrive à trouver un nom, plutôt qu'expérimentation, parler de quelque chose qui soit prononçable, y compris par moi qui ai du mal ce soir. Et bon, je ne suis pas la seule à souhaiter réagir. Ah non, c'était des plus, ce n'était pas des prises de parole. Bon, dommage. Est-ce que du coup, malgré tout, ça fait écho à nouveau et ça vous donne aussi l'expérience d'Antoine peut-être sous un angle un peu différent pour poursuivre quelques échanges? N'hésitez pas, hein, je vois qu'on est quand même assez nombreux et il y a plusieurs personnes qui n'ont pas réagi, qui peuvent le faire, bien sûr. Pendant que Alice prend la parole. Oui, alors, juste, en fait, moi, je suis très intéressée de voir qu'il y a de plus en plus d'espaces où on peut parler de cette dimension immatérielle, sensible, ce supplément, qui est jusqu'à il y a peu de temps était encore assez indicible et surtout informulable en zone professionnelle et en zone sérieuse. Et du coup, j'invite à la question, quoi. Comment, parce que ça reste pour moi encore, enfin moi ça fait longtemps que j'ai ça comme étendard, mais je me sens pas de grande facilité, comment dire, de mobilisation autour de ça. Et du coup, donc j'ai bien noté toutes les ressources qui ont été mises dans le chat, mais si vous avez d'autres ressources ou d'autres formules pour essayer de faire apparaître cette dimension, enfin, comment en parler sans… Parce que là, aujourd'hui, ça a l'air de faire consensus, c'est formidable, mais c'est quand même pas dans tous les espaces que c'est comme ça. Donc, je suis partagée entre le sentiment que c'est magnifique que ça puisse apparaître aujourd'hui dans des espaces comme celui-là et en même temps, comment on fait pour que cette dimension de la vie, elle soit plus légitime, en fait, plus légitime à défendre dans les rapports de force sur les projets politiques, justement. Enfin, quand je dis politique, c'est vraiment au sens large. Hein. Comment, pour faire société, on tient compte aussi de cette dimension. Comment, par exemple, les dynamiques de groupe, elles sont tellement, difficiles à interpréter, contrôler, comprendre, analyser, que finalement, on les a lâchées presque. Il y a quelques grands spécialistes, grands experts qui ont un discours sociologique, mais et puis on dit des choses factuelles dans les sondages quand il y a des élections, mais comment on peut essayer de quand même, sans forcément, enfin, on ne pourra de toute manière pas les contrôler, on ne peut pas les maîtriser non plus, mais on peut essayer de les comprendre et en tenir compte. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on ne peut pas le contrôler qu'il faut s'asseoir dessus. Et moi, aujourd'hui, c'est ma vraie question, c'est comment on les réintroduit dans les débats, on les réintroduit dans les espaces décisionnels parce qu'elles comptent, c'est très important. En particulier, par exemple, les dynamiques de bouc émissaire qui sont hyper réflexes, hyper faciles. Enfin, moi-même, je peux tomber dedans, c'est très, très vite arrivé. C'est tellement… En fait, bouc émissaire, c'est très péjoratif, mais faire contre, faire groupe contre, par exemple, ça, c'est un réflexe très, très courant des petits groupes ou même des grands groupes. Et du coup, comment on fait apparaître cette dimension? Comment on prend en compte celui ou celle contre lequel, ou la dimension vivante de la part qui prend le contre?
Voilà, comment on fait apparaître tout ça pour qu'en fait, on puisse aussi entendre la part en nous-mêmes qui est en résonance avec ça, en fait. Souvent, on est contre l'animal en nous. Souvent, on essaie de dompter l'animal qui nous habite. Et moi, je pense qu'un être humain, il peut être en forme que s'il est en harmonie avec son animal intérieur. Donc ça, après, il y a Baptiste Morisot qui écrit beaucoup là-dessus et qui m'a beaucoup parlé. Mais même, finalement, maintenant, je trouve ça très naturel. Moi, je fais beaucoup de facilitation de groupe et aujourd'hui, même dans une réunion un peu, on va dire, à dimension professionnelle de rencontre, etc., je fais valoir, j'essaie de parler de l'animal intérieur parce que c'est souvent quand on est en colère à l'extérieur, c'est bien une dimension de soi qui est en colère ou qui n'est pas entendue. Il y a ces effets de miroir du plus petit au plus grand qui sont très forts aussi et qui fonctionnent presque tout le temps quand on en est conscient. Voilà, bon, ça, c'est des petits outils, mais moi, je vous invite, si vous avez des idées, à comment faire valoir cette dimension du vivant au sein des espaces de décision. Merci Alice. Pour reprendre un petit peu ce que disait Romain aussi, moi, il y a effectivement, et Antoine en a parlé, puis je crois que ça fait de l'écho un petit peu, de l'aspect concret quand on est dans un groupe. Mais il me semble qu'il y a quelque chose qui est évoqué aussi par Romain en relation avec ce que disait Antoine, qui correspond à cet aspect de reconnaissance de l'immatériel vis-à-vis aussi d'autres acteurs et comme source de valeur sur ce qu'on ne sait pas compter et ce qui pourtant compte. On peut s'amuser avec ce mot-là aussi. Les ressources immatérielles dans ce cadre-là, donc c'est un élément très important au niveau de l'EFC, les ressources immatérielles comme étant des ressources, effectivement, sur lesquelles on propose d'investir. Dans le cadre de l'EFC, c'est quelque chose qui est central dans l'objectif de développer de la valeur, de créer de la valeur. Et enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, je trouve que l'expérience d'Antoine et de la Vigot Lab plus largement est vraiment drôlement intéressante sur ces éléments-là, sur comment, dans une situation finalement assez critique, cette expérience pionnière, pour reprendre ce que disait Romain peut-être, permet finalement de complètement changer le regard, changer la façon d'envisager les choses, en faisant circuler la parole, en faisant des expérimentations, en prenant en compte tout un ensemble de regards et comme disait Romain, à sortir justement de ce prêt à penser dans lequel on a baigné depuis tout petit, dont on est très très imprégné quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse presque. On le voit bien aussi, j'en profite pour évoquer ça, on le voit bien aussi au sein de ce que nous on appelle du coup la communauté EFC, c'est-à-dire un ensemble de personnes qui effectivement développent alors ce qu'on continue malgré tout à appeler des expérimentations, mais peut-être qu'on pourrait dire des expériences pionnières par exemple, et qui ont besoin de ce soutien collectif pour ne pas se faire rattraper par ce mode de pensée industriel qui est prégnant partout, en fait, et qui nécessite sans arrêt d'être conscient dans ce qu'on réalise, enfin de faire en conscience, comme on dit aussi parfois dans certains milieux, d'agir en conscience et en ayant toujours cette attention à avoir des pluralités de regards peut-être pour ne pas se laisser piéger en fait. En tout cas, si je peux donner un petit témoignage à ce stade, c'est moi je trouve que les quelques échanges qu'on a eus avant cette session et là en t'écoutant toi et Romain me, me font dire que je suis assez convaincu que l'économie de la fonctionnalité peut énormément apporter à nos démarches, avec à la fois les questionnements que tu m'as posés quand on a préparé cet entretien, toute la théorie qui s'est constituée autour de l'économie de la fonctionnalité, je trouve, ça peut vraiment nous aider à structurer notre analyse, notre pensée, comme tu viens de le dire, ne pas retomber dans les travers conventionnels, parce qu'on s'en rend pas forcément compte, on se laisse un petit peu embarquer par le fil de l'eau, et je trouve que le cadre de pensée que vous véhiculez au sein de l'économie de la fonctionnalité, enfin de l'Institut, sont super précieux. Donc, je tenais à le dire parce qu'au-delà du plaisir d'intervenir dans le groupe, notamment dans le cadre de la Fabrique des transitions,
Ça fait plaisir, mais en plus, ça nous a enrichi. Déjà, le peu d'échanges qu'on a eu là, je trouvais, était déjà très structurant pour la démarche. Donc, merci. Merci Antoine pour ce retour. Raphaël a demandé la parole. Oui, ben, je reprends la parole juste parce que ce qui a été dit juste avant là sur les termes qui étaient utilisés, avec l'animalité, tout ça. Et moi, ça me renvoie beaucoup sur les notions d'animation de collectif, où là, du coup, on ne parle pas d'économie, on parle plutôt de vraiment le côté coopération, c'est animation de collectif. Donc là, il y a beaucoup une approche très technique d'animation de collectif, qui pour moi s'apparente, on va dire, assez fortement à certains niveaux, des fois, des questions de chamanisme, des choses comme ça, où on est vraiment sur l'animation de collectif et sur le fait de soigner un peu. Et donc ça, c'est même surtout quand on parle de transition écologique, on est vraiment sur le changement. Et donc pour moi, à chaque fois que Sophie Swatton et Dominique Bourg sont intervenus, ouais, j'avais toujours cette sensation de positionnement de chaman, ce qui est assez fort comme mot. Et alors que quand toute la discussion qu'on a eue, en fait, toute la présentation qui a été faite, était vraiment sur une approche économique, donc avec un vocabulaire très, très, très particulier. Bon, j'ai pas entendu externalité, mais ça aurait pu. Voilà, il y avait plein de choses comme ça qui sortaient tout le temps. Et donc, c'est vrai qu'il faut aussi savoir un peu adapter son vocabulaire et tout ça, dans le cadre justement de cette notion d'animation collective, sortir voilà, des triangles de Karpman, tous ces trucs vraiment très classiques. Et pour le coup, c'est vrai que c'était vraiment ma première question, c'était comment est-ce qu'on arrive à financer ce travail d'animation qui demande d'être relativement formé, parce qu'il y a quand même une dérive dans laquelle on tombe très vite, c'est le conflit d'ego. C'est voilà, quand on est sous forme d'entreprise, un petit peu l'objectif c'est de gagner des sous, l'industrialisation, tout ça, mais quand on va passer sous forme associative ou de groupe, là c'est plutôt on va chercher du pouvoir. Donc il y a des gros conflits d'ego qui se mettent souvent en place. Et, quand on parle de chaman, tout de suite on va entendre parler de gourou. On est vraiment sur voilà, on n'est plus sur du leadership, mais sur du dogme. Donc il y a vraiment au niveau de l'animation pour les communs, je pense qu'il y a un enjeu qui est énorme, qui est quand même vraiment la formation aux techniques d'animation de collectif, à toutes ces choses-là qui sont beaucoup plus loin que le fait de comprendre que le capitalisme, c'est pas l'économie. Voilà, le fait de comprendre ces choses-là, ça va relativement assez vite, où on comprend que l'économie, voilà, c'est comment on gère les ressources et comment on s'organise pour gérer les communs. Est-ce qu'on met en place une démocratie? Est-ce qu'on met en place, oui, est-ce qu'on met en place ça? Ça va être comment est-ce qu'on le gère? Et donc, les formations sur tout ce qui va être les économies sociales et solidaires, tout ce qui va être sur toutes ces choses-là, je pense que ça demande vraiment à une prise de conscience qui va plus loin que simplement apprendre à faire une facilitation graphique ou à mettre en place du CNV. Voilà, je voulais juste réagir par rapport à ça parce que quand on parle d'économie, fonctionnalité et la coopération, c'est quand même la logique de la coopération demande vraiment des fonctionnements très, très particuliers. Voilà, c'est tout. Effectivement, il y a coopération dans l'économie de la fonctionnalité de la coopération, donc je pense que Romain va réagir. Yannick, je vais continuer le principe de faire circuler la parole, donc Yannick avait demandé lui aussi à intervenir. Oui, de manière assez brève, du coup, moi, j'ai beaucoup apprécié du coup, le témoignage d'Antoine, et notamment autour de cette mobilisation de tous les acteurs qui peuvent être concernés par un lieu à un moment donné. Et je me pose la question, très intéressée, de savoir si la manière dont les choses ont été faites est réplicable à une autre échelle qui est celle du territoire. Quand on dit BioVallée, chez nous, c'est l'équivalent d'un pays, hein, 3 communautés de communes, 50 000 habitants, toute une rivière. Et du coup, comment cette dynamique d'écoute et de participation d'un ensemble d'acteurs peut être reproduite ou non
à l'échelle d'un territoire, en quoi le lieu fait spécificité. Effectivement, dans un lieu, on peut faire un gueuleton, on peut boire des bières. Alors, on peut aussi le faire en un lieu donné d'un grand territoire, mais forcément, je pense sur le plan méthodologique, il y a quelque chose d'un peu différent. Enfin, voilà, moi, c'est une sorte de piste avec laquelle je repartirais partant du témoignage d'Antoine. Enfin, une piste de réflexion, parce que je n'ai pas la réponse. Ouais, effectivement, je suis intéressée aussi par la réponse. Mais du coup, tu laisses la parole à Antoine, Romain, c'est ça? Et puis tu reprends derrière? C'est peut-être plus facile, oui, de répondre du tac au tac. Ouais. D'accord. Du coup, je peux répondre à Yannick. Alors, juste en passant, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'a dit Raphaël juste avant. Yannick, du coup, je reprends ma casquette Collab Studio parce que oui, il a raison, c'est vraiment pour ça qu'on a créé au départ Collab Studio, c'est parce qu'on était convaincus de la possibilité de le faire à l'échelle d'un territoire. Hein. Notre sujet, c'est la coopération territoriale. Alors, d'ailleurs, on connaît un peu BioVallée, indirectement, on a suivi sur à l'époque les contrats de transition écologique et je crois qu'on a une expérimentation en cours chez vous avec le CRMA. Je pense que Sandrine Fourny, c'est dans la boucle avec Expertise Territoire. Donc, j'ai suivi ça, mais c'est en second ou en troisième rideau. Donc, malheureusement, voilà, ça ne va pas à l'échelle de BioVallée, parce que c'est plus au sein du CRMA que se joue la coopération. Ouais, là, c'est au sein du CRMA, avec BioVallée étant un territoire expérimental. Et sinon, je le mentionne parce que j'ai vu que Sandrine était là. Et sinon, d'une manière générale, oui, on l'applique à l'échelle des territoires. Alors, ce qu'on a vu sur la Zigote, par exemple, ça fait partie d'une démarche plus vaste à l'échelle de la communauté de communes, voire du pays, mais pour l'instant, c'est beaucoup la communauté de communes. Et donc, oui, c'est des méthodes qu'on a essayé qu'on a un peu outillées, qu'on a transformées en méthode elle-même qui est un commun et qu'on réplique sur les territoires. Donc, avec plaisir pour en parler, à la fois nous et puis tout un réseau, notamment dans le cadre de la Fabrique des Transitions, puisqu'on est un petit groupe qui le déploie. Je pense qu'on en a une dizaine de territoires aujourd'hui, et y compris à l'échelle des pays, il y a eu au moins un cas où on l'a déployé à l'échelle d'un pays. C'est pas l'échelle la plus simple, hein, parce que c'est très vaste. Et effectivement, alors là, on manque pas d'endroits au bras des coups, en fait, hein, pour le dire, pour reprendre ce que tu disais, là, il y a plein d'endroits possibles, mais ça suppose de le penser à l'avance. En tout cas, ça marche très bien à l'échelle d'une interco, ça c'est sûr. Et c'est avec plaisir pour en discuter parce qu'on aime toujours le déployer autant et surtout trouver des relais locaux qui peuvent s'approprier la méthode et le refaire à notre place, le but étant pas de le faire partout nous-mêmes. Donc avec plaisir pour en discuter si tu veux, Yannick. Si tu me mets ton mail, Merci. je te renvoie des choses. Merci Antoine. Romain, du coup, peut-être sur la coopération et peut-être aussi sur ce sujet-là d'ailleurs des échelles. Sur le sujet de la réplicabilité, moi, ce que je pense que ce qui est important, c'est en fait de voir qu'est-ce qui est réplicable. Et généralement, ce n'est pas les solutions qui sont réplicables, mais c'est plutôt ce que nous, on appelle le référentiel. Référentiel, c'est un peu deux choses. Des fois, on appelle ça de la doctrine. Alors, la doctrine, ça fait un peu plus peur, mais là, encore une fois, c'est des mots analytiques, ce n'est pas des mots de communication. En fait, derrière l'idée de doctrine, c'est une idée qui est empruntée à la psychodynamique du travail, la doctrine. C'est cette idée qu'il y a deux choses, il y a deux aspects. Il y a les méthodologies, ce dont parlait Antoine, c'est-à-dire des repères méthodologiques qui permettent la transmission de ces repères méthodologiques. Mais les méthodologies, elles sont au service d'un autre aspect qui est, on pourrait dire, l'orientation, alors pas idéologique au sens partisane, etc., mais en fait, c'est les hypothèses et aussi une intention stratégique. Et on a besoin des deux, c'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'un projet territorial fonctionne? Il faut avoir un avis là-dessus, mais un avis pas à l'emporte-pièce, une construction. L'économie de la fonctionnalité de ce point de vue-là et de la coopération, c'est ce type de référentiel. C'est-à-dire, à la fois, il y a des dimensions méthodologiques, passer par les externalités, analyser la proposition de valeur, passer par le travail, la réflexivité. Il y a tout un tas de méthodologies qui sont ouvertes et partagées, et ce n'est pas pour rien qu'on se retrouve aussi dans ces groupes comme ceux de la Fabrique des Transitions. Et puis, il y a aussi une option, c'est-à-dire quand je dis la rupture révolutionnaire qu'a fait Antoine à l'échelle de son projet, mais qui est aussi la même, en fait, qui rejoint la même intention finalement stratégique que celle de l'EFC, qui est de dire comment on crée une autre logique de pensée qui permet non pas de penser le développement durable comme un supplément d'âme dans lequel on aurait les moyens de s'y mettre si jamais on est efficace d'un point de vue économique, mais comme la condition pour que ça fonctionne. Et ça, je pense que c'est vraiment important d'avoir, quand
on pense cette question de transmission, c'est bien une transmission de l'ensemble du référentiel, mais qui ensuite va donner des solutions originales. Et ça rejoint, alors c'est intéressant qu'il y ait le CEREMA qui soit présent, parce que moi j'avais fait une intervention assez longue auprès du FONGEP notamment, qui est sur jeunesse et éducation populaire, qui est un fonds qui finance notamment des postes dans les associations qui relèvent de cette structure, et enfin de ce type d'activité. Et je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'éducation populaire qui se joue dans ce qu'on est en train de poser là. C'est-à-dire, pour aller plus loin dans la coopération, pour moi, il y a un peu deux, trois critères. Il y en a un, c'est faire le pari de l'autre. Alors, ça paraît comme ça une formule, mais si on le fait sérieusement, ce que disait d'ailleurs Antoine, je retrouvais assez bien cette question-là dans ce que tu disais sur le mode d'animation, c'est partir de l'idée que tout le monde est légitime à être autour de la table, a priori. Moi, j'appelle ça de l'optimisme méthodologique. Les gens, on commence avec une première hypothèse, c'est ils ont envie de bien faire, ils ne sont pas malveillants et ils sont potentiellement contributeurs parce qu'ils existent, ils vivent dans le territoire, ils ont voix au chapitre. Ça, c'est l'hypothèse de départ. Ensuite, on peut vérifier qu'il y a des coups de Trafalgar, qu'il y a des tensions, etc. Mais comme on est assez souvent câblé pour commencer par là, c'est une posture intéressante politiquement humaniste, en fait, de dire commençons par partir de l'idée que les gens ont envie de bien faire et qu'ils sont sincères dans leur engagement. Et ensuite, on voit comment ça fonctionne. Et ça n'empêche pas d'être rigoureux et attentif à comment ça fonctionne. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est l'attention au réel. Tu l'as dit beaucoup de fois, Antoine, et je pense que c'est vraiment, nous, on appelle ça beaucoup la réflexivité. On parle beaucoup de l'activité de travail, mais il faut la prendre de manière un peu large, c'est-à-dire l'activité de production de valeur, qui est quand même une activité où là, il y a une option, on pourrait dire, conceptuelle qui est prise, c'est on ne sait pas ce qu'on veut quand on travaille. Le forestier, il ne sait pas ce qui lui plaît dans son boulot. Si on lui demande comme ça de but en blanc, il va bafouiller 2-3 trucs, je travaille dehors, etc. Un peu c'est pas que c'est vide, mais c'est un peu des automatismes. Mais quand on commence à discuter du problème réel, ah non, mais ça, j'aime pas quand c'est comme ça parce que je dois grimper, parce que je suis seul, parce que ça me met en danger, parce que j'ai peur, ou alors ça, j'adore quand j'entends ce truc. Ah oui, je me retrouve dans ce que dit un autre. Là, on commence à l'aider à élaborer lui-même ce qu'il pense de son travail, de son activité, de sa contribution. Et on lui donne la possibilité de délibérer avec les autres sur la valeur qu'il produit. Ce n'est pas une petite option, le rapport au réel. Et surtout, quand on essaye de prendre la question de la coopération, pour éviter un écueil qu'on rencontre malheureusement trop souvent, qui est l'idée que la coopération, il suffirait d'avoir envie et de partager des valeurs. Je pense que ce serait que ça, il y aurait des projets coopératifs partout. Ce qui fait la vraie difficulté, c'est quand ça ne marche plus, quand on bute sur le réel, quand c'est dur, mais jusqu'où on est capable d'évoquer, de dénoncer toutes ces contraintes, justement de dépasser ces postures initiales. Et Antoine le disait très justement, c'est ça qui est difficile dans la coopération. C'est comment on organise la discussion qui permet de déborder les postures initiales. Et qui fait que le chercheur, il arrive à admettre un moment qu'il ne sait pas, mais que ça l'intéresse. Que le chasseur, il ne se dit pas, face à moi, c'est un écolo de base, et il ne va pas entendre quand je vais lui parler du plaisir de la chasse. Que le cueilleur de champignons ne va pas dire, ah oui, mais le chasseur, de toute façon, il ne comprendra pas mes problématiques. Et donc, l'investissement, il est très important sur les conditions d'organisation de la coopération. Et ça veut dire que je pense que vraiment l'attention au réel, tenir le fait de remettre le réel toujours au milieu de la table, le dilemme du réel au milieu de la table, c'est un levier extrêmement puissant et en même temps nécessaire pour qu'on aille vers de la coopération qui tienne dans les moments où ça commence à vaciller un peu, parce que coopérer quand tout va bien, c'est assez facile. C'est du partage d'intérêts et puis on n'a pas de contraintes nouvelles. Quand ça commence à tirer, à avoir des difficultés, c'est là où on vérifie que la coopération est présente. Et ça demande effectivement de construire de la confiance. Quand on dit boire des coups, ce n'est pas juste pour boire des coups, c'est que ça génère de la confiance, des canaux de discussion qui permettent de sortir finalement les questions de tension, de ne pas faire exister uniquement dans les espaces formels les enjeux de contraintes ou les contradictions d'usage. Il y a besoin de construire des espaces qui soient au service de toutes ces questions-là. Mais c'était extrêmement présent dans ce que dit Antoine, et c'est là où je pense que ce qui est intéressant, c'est de mettre
en regard comme ça et en discussion, à la fois des expériences concrètes, parce qu'ils ont toute la richesse de l'expérience concrète, et tout aussi l'innovation, parce que quand on est dans la forêt en train de faire la visite, etc., on est obligé d'inventer des trucs. On n'a pas le choix, on ne peut pas tout programmer à l'avance, on invente. Donc il y a toute cette dimension extrêmement riche du réel et une dimension de référentiel qui comprend donc cette méthodologie et des options plus théoriques, plus conceptuelles qui sont prises, et on a besoin de les faire exister ensemble. Parce que pour éviter d'avoir une théorie qui serait hors sol et qui repose des chercheurs en posture d'autorité parce que porteurs de la théorie, et puis d'un autre côté, un réel qui a une difficulté à mettre des mots, à penser, non pas parce que les gens sont pas capables de penser, mais parce que penser sans un cadre conceptuel, c'est extrêmement difficile. Parce que le cadre conceptuel constitué pour ce qui est des questions économiques dans notre tête, il n'est pas compatible avec ce que tu essayes d'inventer, Antoine, avec cette expérience-là, et puisque beaucoup d'autres essayent d'inventer dans les différents projets qu'ils ont. Et c'est pour ça qu'on a besoin des espaces comme la fabrique de diffusion, de discussion, etc., qui a besoin de faire ces connexions et qui a besoin d'intervention recherche ou de recherche-action pour nourrir finalement cette co-construction, parce que ça se fait bien des deux côtés. Merci Romain. Il nous reste 3 minutes avant l'heure de fin théorique. Est-ce qu'il y a des réactions? J'en vois dans le chat, mais donc tout le monde profite. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un petit tour déclusif ou conclusif qui peut être fait par les uns ou les autres? Sinon, on n'est pas obligé non plus d'aller jusqu'au bout de la dernière minute. Donc, il y avait une petite question. Si Yannick, Alice, Yannick. Yannick. Allez. Pardon, moi j'étais sur le déclusif. Donc, s'il y a des questions avant. Non, je pense que Alice aussi. Ce n'est pas une question, ça peut être une conclusion. Je veux dire, ma petite conclusion à moi, le déclusif, si vous voulez. Mais, en tout cas, moi, je retiens de la dimension de la confiance et de la convivialité. Alors, je n'ai pas réussi à l'écrire dans le chat, mais je pense qu'il n'y a pas que la question de boire des coups dans la convivialité. Voilà, il y a une part importante de cette question du vivant. Et puis, je n'ai pas réussi à trouver la façon de le dire, mais à part Dominique et moi, Dominique elle a un rôle particulier d'animation et du coup moi c'est une discussion avec beaucoup d'hommes, même si vous êtes très à l'écoute, et en tout cas la dimension féminine, comment dire, qui est la part de féminin que vous avez certainement du coup de manière assez intégrée les hommes qui sont là. Je pense que c'est une part importante de la connexion au vivant et que c'est un espace qui a été particulièrement maltraité dans notre civilisation et qu'aujourd'hui, il est temps de re-soigner et de refaire grandir aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Voilà, j'en ferai ma conclusion. Merci. Alice. Yannick? Oui, là, ce qui me vient en tête à la fin, c'est qu'en fait, j'ai beaucoup hésité à mettre ce temps d'échange à mon agenda, parce que j'ai évidemment, comme vous tous, trop de choses à faire. Et puis, je me suis forcé et je suis content. Un grand merci. Alors que le sujet est assez en dehors de notre préoccupation opérationnelle du moment. Donc, il faut faire confiance dans le fait que va émerger des choses utiles pour autant. Merci beaucoup. Moi, je propose d'en rester là, tellement c'est, en tout cas pour nous, très sympathique et encourageant. Et puis, donc, une 3e rencontre sera programmée a priori fin juin. Je ne sais pas encore ni le sujet, ni l'intervenant. C'est en cours de préparation, mais vous recevrez un petit mail qui vous donnera cette information et qui vous permettra de décider éventuellement de continuer à venir pour échanger. Romain dit un grand merci Antoine, effectivement je me joins à Romain là-dessus, le témoignage était vraiment intéressant et les réflexions d'Antoine dans ce cadre j'ai trouvé très bien en termes de partage. Merci beaucoup et puis donc à bientôt j'espère. Merci, à bientôt. Merci à tous, à bientôt, bonne soirée. À bientôt, merci beaucoup à tous.
Merci, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bon, je ne sais pas si tu voulais débriefer un peu, Dominique. Oui, c'est ça. Si vous avez quelques minutes, enfin, voilà, s'il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. Mais s'il y a des réactions ou autres pour pas. Romain, ton micro est fermé en fait. Tu peux couper l'enregistrement si tu ne veux pas avoir. Oui, le couper après, ça va être mieux. Ouais.